revêtu cette robe, j'étais fière, j'étais heureuse, j'étais commise d'office. Tu sais maintenant ce qui t'attend. Alors fais-le à fond et rejoins-nous sur la messagerie Skype de Radio Clemens. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Clemens, une émission un peu spéciale ce soir, c'est le mode Burst, parce qu'on a notre ami Jimbo qui s'apprête à passer le grand oral, cette fois-ci pour de bon. Là, on ne rigole plus, il passe jeudi prochain, donc c'est un peu plus d'une semaine, et nous sommes ici réunis ce soir pour pouvoir l'entraîner au mieux. Et je vous salue tous, je salue mon équipe, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a RF, bonsoir RF. Bonsoir. On a Chico, bonsoir Chico. On n'a pas de Tsubatsa, qui n'a pas pu venir ce soir, mais je salue également les membres du public et un nouveau membre du jury. Je salue l'ami Pringles. On salue Pringles. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Voilà, donc une émission aussi un petit peu spéciale puisque c'est vraiment la dernière ligne droite du CRFPA. Certains d'entre nous l'ont réussi. Enfin, quand je parle au pluriel, je parle de moi. Mais on a quand même, mais parce qu'au niveau du rythme, Tsubatsa et Jimbo ont été admissibles. Et donc là, ça mérite aussi des applaudissements. Voilà. Et également, on a d'autres personnes de membres du public qui l'ont été et on n'a pas manqué de les saluer. Donc, ce soir, émission spéciale pour Jimbo. Le thème de ce soir est un thème qui est incontournable pour la session 2015 du Grand Oral. C'est certain qu'il a été présent dans tous les IEJ. Il s'agit rien de plus ni moins que de la loi de renseignement, la loi du 24 juillet 2015. Alors, comme il s'agit de l'IEJ de Toulouse, contrairement à l'IEJ de Pau ou dans d'autres IEJ, le passage au grand oral se fait à l'appui d'un texte, donc c'est un commentaire de texte, et en l'occurrence on a choisi l'avis rendu par la CNIL le 5 mars 2015 sur la loi de renseignement. Donc, messieurs, membres du jury, pouvez-vous un petit peu... Voilà, je vais vous laisser un peu plus la parole. Voilà, sur ce thème-là, sur la loi de renseignement, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Voilà, c'est quand même une actualité. Je pense qu'elle est vraiment une actualité assez brûlante, notamment quand on lit les différentes décisions qui ont été rendues en la matière, sur notamment la protection des données personnelles sur Internet et tutti quanti. Oui, exactement. Alors, la genèse de cette loi commence en 2013, donc on voit quand même qu'il y a eu un gros travail en amont. Le travail s'est continué pendant l'année précédente. On sait que les événements regrettables qu'il y a eu en janvier dernier à Paris ont contribué, pour ainsi dire, à accélérer la mise au point de cette loi. Alors cette loi, elle a fait l'objet de pas mal de critiques. Donc elle prévoit plusieurs dispositions pour favoriser le renseignement, essentiellement dans un but de lutte contre le terrorisme. Donc ces dispositions, on va en parler. J'imagine que notre candidat va en faire état et les évoquer. Mais simplement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont les critiques. Parce qu'on voit que cette loi poursuit quand même un but légitime, qui est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais plusieurs critiques ont été soulevées. D'une part, il y a toutes les critiques relatives à la liberté. On s'est demandé, est-ce que ça ne met pas en danger la liberté, la présomption d'innocence, puisque est-ce qu'on ne va pas simplement entamer des procédures sur de simples présomptions qui peut-être seraient trop fragiles. Par ailleurs aussi, certains magistrats de l'ordre judiciaire ont fait état du recul du rôle du juge dans ce domaine-là au profit des services de renseignement. Alors certains ont dit que les juges ne sont pas sous la direction du gouvernement, les services de renseignement le sont. Alors, je ne sais pas, il faut voir est-ce que ces critiques sont fondées. On voit qu'il y a eu beaucoup de manifestations au mois de mai, à peu près au printemps. Il y a eu beaucoup de manifestations en France. Il y a eu beaucoup d'hébergeurs de sites qui ont choisi de se délocaliser pour s'installer en Norvège ou ailleurs. Et
Et alors, il suffit de lire la presse. Il suffit de lire la presse pour voir toutes les critiques que ça a soulevées. Par exemple, une de Libération qui attaque vertement cette loi, même le New York Times qui fait un petit peu de la France un État policier. Et par ailleurs, pour un petit peu apaiser toutes ces craintes, le président de la République, François Hollande, a annoncé lui-même qu'il saisirait le Conseil constitutionnel. Il l'a saisi. Voilà. La décision a été rendue en juillet. La saisine du Conseil constitutionnel pour que tous ces doutes puissent être enfin dissipés. Et d'ailleurs inédit. C'est la première fois Exactement. qu'on a, en dehors des questions de saisine du Conseil constitutionnel en matière de relations internationales, c'est la première fois qu'un président de la République saisit à propos d'une loi émise directement par son gouvernement. Alors je me permets simplement moi d'apporter quelques précisions à ce que tu as dit. Donc sur la légitimité de cette loi, je pense que le prisme, le fait de l'aborder uniquement sous le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est un prisme qui est incomplet. Parce que c'est pas une loi contre le terrorisme, c'est une loi sur le renseignement. C'est beaucoup plus vaste, et quand on lit les 7 buts qui sont dévolus dans cette loi, il y a plein de choses qui le terrorisme n'en est qu'un. Il y a toute la surveillance pour la protection des propriétés intellectuelles et industrielles. Il y a tout un aspect qui est beaucoup plus vaste, et je me permettrai également de préciser qu'on est dans le cadre d'une police strictement administrative. Donc la critique qui a été émise en matière à l'égard de l'absence des magistrats. Alors, on va y revenir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que les magistrats judiciaires sont mis à part dans cette procédure-là, mais c'est normal que dans le cadre d'une police administrative, le juge judiciaire n'ait pas une place entière. Et ce qui est intéressant justement avec cette loi, et ce qui fait que pour moi c'est pas la meilleure approche de l'aborder sous l'angle du terrorisme, c'est que c'est très bien de faire du renseignement administratif, mais cette loi ne prévoit absolument rien sur la retranscription des données qui auraient été captées par l'administration. C'est très très bien d'avoir ça, mais c'est pas constitutif d'une preuve au sens du code de procédure pénale. Donc ça ne touche absolument en rien à l'instruction. Donc l'interpellation est toute la gestion, appréhension des suspects, tout ça, toute la procédure pénale est complètement mise de côté dans cette loi. Donc c'est vraiment du pur renseignement, et justement voilà, ça pose finalement une question de modèle de société. On fait plus confiance à des écoutes administratives qu'à un magistrat. Ça c'est en tout cas pour le thème qu'aura à traiter Jimbo, j'espère qu'il soulèvera cette problématique, faire plus confiance au final à un Premier ministre qu'à des magistrats de l'ordre judiciaire. Pringles, tu voulais ajouter? Oui, puisqu'on parlait de la décision du Conseil constitutionnel, 2 mots là-dessus. Elle a été rendue le 23 juillet 2015, et en réalité elle a quelque peu déçu certains membres de la doctrine, puisque le Conseil constitutionnel s'est cantonné à censurer seulement 3 dispositions. Alors 3 dispositions, il ne faut pas y voir 3 articles, mais 3 dispositions. Alors c'est ce qui a fait dire notamment à Jean Rivero que le Conseil filtre le moustique et laisse passer le chameau. En fait, ce qu'on reproche au Conseil constitutionnel, c'est de ne pas avoir saisi l'occasion qui lui avait été donnée, notamment au regard de cette loi sur les renseignements, pour consacrer un principe nouveau, un principe à valeur constitutionnelle, qui est l'habeas data. Alors je ne sais pas comment il doit être prononcé, c'est un terme qui n'est pas français, mais en fait c'est un mécanisme qui permet d'avoir une certaine emprise sur des données détenues par des tiers. En fait, c'est une série de mesures, autrement formulée, c'est une série de mesures qui est là pour protéger la vie privée et l'intégrité des données. D'accord ? Donc en fait, certaines personnes reprochent à ce Conseil constitutionnel de ne pas avoir clairement érigé ce principe en rang constitutionnel. Ce qui est d'autant plus intéressant parce qu'on sait que le président du Conseil constitutionnel, c'est un ancien juge d'instruction qui a été chargé des affaires de terrorisme. Donc là aussi, c'est une approche. Mais là, ce qui va être aussi très intéressant à suivre, c'est que ça soit l'ordre des avocats ou l'agence de la presse judiciaire, toutes deux ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, et on verra ce qu'il en est, mais il faudra aussi surveiller du côté de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que je me suis surpris durant mes révisions à constater que dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 18, mais il est vraiment, c'est même pas c'est inclus dans la charte des droits fondamentaux, mais c'est écrit dans le traité noir sur blanc, on affirme la protection des données à caractère personnel.
un droit qui n'est pas reconnu tellement en droit français, si ce n'est dans les articles du Code civil. Et ça n'a pas valeur constitutionnelle. Donc ça va être intéressant. Vraiment, quand on parle de complémentarité des différences de garanties fondamentales, justement, en matière européenne, ça va être très intéressant et de voir les différences, le regard qu'apportera la Cour de justice de l'Union européenne. D'ailleurs, elle a déjà rendu plusieurs décisions en 2014 et plus récemment encore sur les affaires de déréférencement de Google. Enfin, elle est vraiment, en octobre dernier, elle avait rendu un truc sur un accord Arbor. Attends, j'avais noté ça, bon, je vais essayer de le retrouver. Mais elle a déjà frappé en la matière. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'attend pas forcément la Cour de justice de l'Union là-dessus. Et vraiment, alors même que je passais le droit européen à l'écrit, j'étais vraiment, je le dis, sur le cul en m'apercevant que l'article 18 du traité sur le fonctionnement, mais là-dedans, bam, juste avant la citoyenneté, c'est-à-dire c'est vraiment avant. Hop, on proclame la protection des données à caractère personnel en matière informatique. Enfin, le truc, voilà, donc ça va être intéressant à suivre. RF, si tu veux... Non, puis ce sera intéressant, même si ce sera pas un rapport avec le développement de Jimbo, mais aussi l'impact de la loi sur la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès Internet concernant les données personnelles, étant donné qu'on sait que ces fournisseurs d'accès bénéficient d'un régime spécial d'irresponsabilité, ce qu'on appelle, puisqu'on présume qu'ils sont irresponsables lorsqu'il y a des données par exemple illicites sur chacun de ces sites, et notamment sur les règles qui les obligent notamment à conserver les données personnelles et uniquement à les fournir qu'en cas d'instruction judiciaire. Donc on verra peut-être si cette loi aussi aura peut-être une conséquence sur les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, notamment sur le plan de leur responsabilité, qu'elle soit pénale ou civile. Donc ça pourrait être aussi intéressant aussi de voir l'impact de cette loi, je pense, et de voir leur réaction aussi aux fournisseurs d'accès, justement aux hébergeurs, comment ont-ils traité leurs données, leur contenu notamment sur les différents sites qui peuvent héberger. Donc ça pourrait être, je pense que cette loi aussi aura un impact, pas que sur la liberté publique, mais aussi sur le régime des responsabilités, qu'il soit pénal ou Ça, civil. c'est intéressant. Ça va être assez intéressant aussi. Après, est-ce que Jimbo va l'aborder ici, comme ce n'est Ouais, en pas un 15 rapport avec les minutes. libertés publiques, mais je pense que pour ce qui concerne vraiment le juridique pur, et notamment pour le juriste, je pense que ça serait intéressant aussi de voir ça du côté de... Et puis ça sera au niveau européen, vu que ce régime aussi s'ensuit d'une directive de la part du droit européen. Donc bon, je pense que ça va être assez intéressant aussi de voir l'impact de cette loi. Je pense qu'il y aura un sacré remue-ménage aussi, et ce sera une question intéressante à se poser. Bien d'accord là-dessus. Pringles, si tu voulais. Oui, puisqu'on parle des données personnelles, j'espère qu'il ne manquera pas d'aborder la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, qui est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Alors c'est une autorité Enfin, qui administrative- remplace une précédente. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'elle est c'est à la fois une création, mais à la fois ça se contente de remplacer une précédente. Alors, deux mots là-dessus. Elle permet de donner son avis sur des demandes d'accès faites par les renseignements pour pouvoir avoir accès à des renseignements personnels. Et donc la commission, la AI plus exactement, a deux prérogatives, enfin elle a deux pouvoirs. Soit elle enregistre les demandes portée par toute personne ayant un intérêt personnel, soit, et c'est assez surprenant, elle s'autosaisit. Alors quand je dis que c'est assez surprenant, il y a toujours cette éternelle question de l'autosaisine. Qui c'est qui porte à la connaissance de cette AI un fait? Voilà. Bon, dans tous les cas, on pourra toujours poser des questions aux candidats, notamment pour savoir s'il est opportun dans une AI de trouver dans sa composition 2 députés et 2 sénateurs. Ah, toujours. La CNIL, il y a des C'est parlementaires. une question que beaucoup se posent, puisqu'on a 2 membres du Conseil d'État, 2 Deux membres anciens ou actuels de la Cour de cassation. Donc c'est ça qui est intéressant quand je parlais de l'absence relative du juge judiciaire. Il est présent. Ah, il est présent. Et d'ailleurs même, la présidence de cette commission est forcément confiée à un juge administratif ou à un magistrat. Donc ça, c'est intéressant. Plus, vas-y, enfin, je te laisse terminer. Je vais terminer. Et un membre de l'ARCEP, l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes. Donc ça, c'est intéressant. Alors en fait, le mécanisme, et là-dessus, je trouve que l'actualité s'est trop focalisée sur l'absence, en réalité, enfin, l'absence qui aurait été justifiée et qui du coup est quand même relative, puisque pour moi le juge judiciaire est quand même présent dans cette affaire. C'est juste le volet pénal qui est complètement ignoré dans cette loi, et c'est ça qui est préoccupant. Mais
dans le mécanisme qui est institué de police administrative, le juge judiciaire, pour moi, a sa place. Et ce qui me préoccupe plus, c'est le fait que, en fait, la commission ne se réunit que si le président attendez, comment c'était? Parce que il faut être précis là-dessus. Mais en fait, celui qui doit rendre un avis dans un premier temps, c'est le président de cette commission. Et ce n'est qu'une fois que le Premier ministre n'en tiendrait pas compte qu'il peut faire réunir les membres de la commission. Donc ça, c'est un point de vue qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au final, ce garde-fou tient en une seule personne, qui peut-être, alors même si c'est un magistrat, peut être un retraité. Alors qu'on parle de matières techniques qui sont peut-être pas forcément les plus appropriées pour des personnes qui seraient à la retraite. Encore que si c'était pas Louvel, mais Lamanda, c'est ça, le précédent président de la Cour de cassation. Voilà, bon, je me sentirais rassuré, mais c'est quand même intéressant de noter que le garde-fou, ça peut être éventuellement une personne âgée, quoi. Enfin, moi, ça m'interpellait plus que l'absence dénoncée du juge judiciaire. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que déjà il faut prendre en compte le fait qu'aujourd'hui on vit beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé qu'autrefois. Mais ça veut pas dire qu'on est plus sain mentalement plus longtemps. Hein. C'est vrai, mais en même temps je pense que le fait que ce soit un magistrat à la retraite, ou en tout cas une personne à la retraite, je ne pense pas que ce soit particulièrement dangereux. Au contraire, c'est une personne qui aura acquis une certaine, oui, c'est ça qui une marche. certaine expérience une certaine expérience du monde judiciaire, du traitement d'affaires sensibles, de tous ces dossiers dont les magistrats ont à connaître tous les jours, tout au long de sa vie, en tout cas tout au long de sa carrière. Moi, ça ne m'inquiète pas démesurément. Mais on remarque aussi que dans cette commission, le seul... il n'y a qu'un seul membre qui est vraiment lié aux communications. Sur 9, il n'y a que le membre désigné par l'ARCEP. Donc là aussi, est-ce que cette personne-là n'aura pas trop d'influence par rapport aux autres? C'est intéressant. D'ailleurs, un autre point qui m'a interpellé, c'est qu'en lisant les avis du Parlement, les parlementaires avaient fait remarquer qu'ils n'avaient pas le temps d'être membres encore d'une nouvelle commission. Donc c'est sympa de remarquer qu'on était obligé d'employer le 49.3 pour la loi Macron, mais pas pour la loi de renseignement. Et quand on laisse une place quand même importante, significative dans une commission importante, nos parlementaires se plaignent d'avoir déjà trop de travail. Enfin bon, ça aussi c'est quand même à remarquer. Et un autre point, c'est impressionnant tous les thèmes qu'il y a abordés dès qu'on touche à cette loi, c'est que Pringles lui parlait justement du fait qu'on renouvelait cette commission, mais ce qui va être intéressant, c'est que cette commission, elle a accès au secret défense. Enfin, du moins, il y a une avancée en la matière. Alors que, contrairement à d'autres pays, on n'a pas de juridiction pour lever le secret défense. On est toujours assujetti à une décision ministérielle. Et là, cette commission et le Conseil d'État ont des prérogatives en la matière. Ça peut être intéressant à suivre. D'ailleurs, je me permets d'ajouter, ensuite je vous laisse la parole, que si vous voulez un avis plus complet et professionnel sur cette loi, je vous invite vraiment à... c'est très facile à trouver hein, sur Internet, les avis du juge, alors qui n'est plus juge d'instruction en matière de terrorisme, mais qui a été pendant longtemps, le juge Trévidic. Voilà, alors je l'ai créé dans la description, c'est Trevidic. Voilà, et il intervient énormément sur cette loi, et justement, il parle d'un aspect qui a souvent été méconnu par la presse, c'est tout le volet pénal qui est absent de ce dispositif, et je trouve que c'est très intéressant de l'écouter. Je pense que c'est assez court hein, ces interventions, mais ça sera toujours le bienvenu pour en parler lors d'un sujet de grand oral. Comme je pense déjà que c'est un sujet qui est forcément dans la liste pour la session 2015, mais comme c'est un sujet qui est extrêmement large, on peut très facilement se rattraper aux branches, quoi, et pouvoir éventuellement se sortir d'une impasse en basculant sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant que peut-être, parce que voilà, ça fait à peu près 1 heure qu'il est dans la cave en train de se geler. Est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour? Ouais, c'est tellement vaste comme sujet que ça va être intéressant la manière dont il va le traiter. Je précise aussi que Jimbo a quand même été... parce que j'ai précisé au début de cette émission que Toubatsa, lui, avait été admissible au CRFPA, mais lui, il a été aussi admissible à l'ENM.
Donc là aussi, ça se salue. Donc on verra. C'est-à-dire, je pense que ça a été un peu. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à être pris. À être admissible. Non, non, ça a vraiment été une surprise. Donc du coup, c'est pour ça. Il insistait vraiment pour faire une révision ce soir, pour être là, pour qu'on l'entraîne. Et je vous remercie de votre présence. Et si tout se passe bien, avant qu'il passe, on refera un Radio Clemens. Donc peut-être lundi prochain, à voir. Je vais étudier disponibilité, mais dès lors qu'un membre de l'équipe sollicite notre assistance dans cette dernière ligne droite, je crois que c'est la moindre des choses qu'on puisse, dans la mesure du possible, l'assister au mieux. Bon, et bien écoutez, je vais aller le chercher, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Les prérogatives de puissance publique ne sont pas incompatibles avec des mesures provisoires institutionnelles à l'heure occasionnée. Et encore, t'as pas bossé ta note de synthèse. Accorde-toi un peu de répit et profite des podcasts de Radio Clemens. Et comme ça, tu feras genre de bosser, hein? Vous êtes sur Radio Clemens, la radio qui papote ses RFPA. Eh garçon, tu savais qu'à la campagne, il y avait de belles femmes et de beaux rideaux. Juriste de mauvais goût, vous êtes aussi chez vous. Retour sur Radio Clemens, où Jimbo nous a rejoint. Jimbo a passé 1 heure dans la cave et il a bossé sur la loi de renseignement du 24 juillet 2015. Comment ça va, Jimbo? Et ça va. Ok. Donc, une fois n'est pas coutume, nous avons un nouveau président de jury pour ce soir. D'ailleurs, c'était un nouveau membre du jury tout court. Eh bien, je vais laisser la parole à monsieur le président Pringles. Merci Clemens. Bon, mais Jimbo, les règles du jeu sont claires. 15 minutes d'exposé. Si vous dépassez un petit peu, on vous laissera terminer, sinon on sera obligé de vous interrompre. Et s'en suivra un jeu de questions-réponses réciproques, également de 15 minutes. Voilà, donc votre thème à commenter porte sur la loi sur le renseignement. Vous avez une décision sur la CNIL. Donc si vous me le permettez, je vous donne la parole. Vous avez 15 minutes. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Big Brother is watching you. La phrase célèbre, voire topique, du célèbre roman de science-fiction 1984 de George Orwell n'a jamais semblé autant réaliste qu'aujourd'hui. La lutte croissante contre le terrorisme, favorisée par l'actualité récente, est poussée par une dénonciation médiatique croissante qui dénonce le manque de moyens des services de renseignement français, a poussé le gouvernement à présenter un projet de loi relatif au renseignement. Les activités de renseignement portent indiscutablement atteinte à la vie privée. C'est d'ailleurs une lapalissade de dire que ces services de renseignement s'immiscent dans la vie privée des personnes suspectées d'infraction. Mais convient de se demander alors quel est ce droit au respect de la vie privée. Il est consacré par diverses sources dans notre ordonnancement juridique. En premier lieu vient l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance est reconnu à toute personne. Tout de suite après, cet article vient apporter des restrictions. Il faut que ces restrictions soient nécessaires dans une société démocratique et il faut également qu'elles soient prévues par la loi. On voit déjà dans la rédaction même qui proclame ce principe que tout de suite immédiatement viennent des dérogations. L'article 9 du Code civil dispose, lui, plus sobrement, que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Aucune limitation n'est apportée directement par le texte, toutefois la jurisprudence de la Cour de cassation est venue en apporter de nombreuses au fur et à mesure de l'histoire. Partant de ce constat, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, un socialiste, a demandé avis à la CNIL
sur le projet de loi relatif au renseignement. Il s'agissait là clairement d'une volonté politique de faire une loi solide et qui soit légitime, dont le but était de donner des outils légaux à des pratiques déjà existantes au sein de la DGRI, la Direction Générale du Renseignement Intérieur. La commission de la CNIL a rendu ainsi en assemblée plénière un avis le 5 mars 2015 et a préconisé certaines modifications quant à ce projet de loi. Celle-ci semble au premier abord substantielle, toutefois, négativement, on peut constater que le principal de la loi, du projet de loi, est sauvegardé et même entériné par la Commission nationale informatique et liberté. De plus, cet avis est relativisé, puisqu'en tant qu'avis, il est non contraignant. Il ne s'impose pas au législateur, qui reste libre de ne pas suivre l'avis de la Commission. Toutefois, l'argument politique est très lourd, et elle a un rôle certain à jouer dans la rédaction de cette loi. Le rôle qu'elle va jouer par la suite dans l'application de cette loi, au sujet de ce qui est sa mission première, le contrôle des fichiers informatiques, a été quelque peu écarté en l'espèce. Et on le comprend d'une certaine façon en raison du nécessaire secret des enquêtes pénales. Toutefois, certains de ces contrôles apparaissent plus forts et nous en discuterons. Il convient alors de se poser la question de savoir dans quelle mesure l'avis de la CNIL du 5 mars 2015 corrige-t-elle ou amende-t-elle le projet de loi renseignement? Contribue-t-elle à la protection de la vie privée ou encadre-t-elle des violations légitimes de celle-ci? Il conviendra dans un premier temps d'exposer un principe directeur dans notre droit français, qui est celui du droit de la respect de la vie privée, avant de voir des principes correcteurs de plus en plus nombreux qui justifient des atteintes à ce droit à la vie privée. Chaque personne, qu'elle soit physique ou morale, a le droit au respect de sa vie privée. Ce droit au respect de la vie privée comporte de nombreuses facettes, de nombreuses déclinaisons, et qui parfois acquièrent une certaine autonomie jusqu'au point de devenir ce qu'on peut appeler des droits voisins. Je pense dans un premier temps au droit au respect de l'image, qui a acquis une autonomie certaine par rapport au droit de la respect de la vie privée. C'est aussi le droit de la voix, du contrôle sur l'empreinte vocale de la personne, ou encore de l'information sur l'état de santé. C'est aussi, dans un second temps, le droit au respect du domicile, qui, selon la doctrine, est le château fort de la vie privée. Il s'agit ensuite au droit de la sécurité des correspondances, du caractère secret des correspondances, qu'elles soient d'ailleurs corporelles ou dématérialisées, selon des jurisprudences constantes de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Et enfin, et cela est plus spécifique à la Cour européenne des droits de l'homme, au droit à la vie familiale et affective. Ainsi, avec l'essor des nouvelles technologies, et spécialement l'informatisation de notre société, ce droit apparaît de plus en plus menacé. La CNIL apparaît être en première ligne de la protection de ce droit. C'est d'ailleurs une autorité administrative indépendante qui a pour quasi unique mission la protection de cette liberté. Elle a été créée par une loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle peut être saisie directement par tout usager aux fins de connaître les données personnelles qui le concernent et qui sont stockées sur un serveur ou un autre. Une de ses secondes missions est de jouer un rôle pédagogique et médiatique et promouvoir les libertés informatiques. Et enfin, sa dernière mission, et c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, est celle de conseiller le pouvoir exécutif et législatif dans son processus légistique. C'est d'ailleurs ce que dispose l'article 11-4-A de la loi de 1978. Ainsi, conformément à cette mission de conseil, la CNIL est venue censurer
certaines parties du projet de loi. Cela concerne plusieurs dispositions qui d'ailleurs, on le remarque, touchent chacune à leur façon une des facettes de ce droit aux vies privées que j'ai développé et que j'ai distingué plus haut. Il s'agit dans un premier temps, nous verrons 4 de ces avis, des interceptions de sécurité. À présent, selon l'avis de la CNIL, il faut une autorisation expresse. Et on comprend qu'elle est ici ministérielle ou judiciaire pour intercepter des correspondances de personnes qui ne sont pas l'objet d'une enquête particulière, mais qui sont dans l'entourage d'une personne qui, elle, fait l'objet d'une enquête. Cela porte évidemment atteinte à cet aspect de secret des correspondances, et cela fait une résonance particulière avec l'affaire récente Paul Bismuth, des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Maître Herzog, bien qu'ici l'affaire soit sensiblement différente, puisqu'il s'agissait moins de vie privée que de secret professionnel. Cela pose aussi dans l'actualité une difficulté par rapport au contrat passé entre le ministère de la Justice et l'entreprise Bouygues pour la création d'une plateforme d'interception dans la région parisienne, et cela pose question d'avoir un partenaire privé qui est chargé d'une mission aussi sensible d'atteinte aux libertés. Une autre avis de la commission est de récolter, au sujet des récoltes de données, de ne viser que les métadonnées, c'est-à-dire les dates, les heures et l'identité des adresses qui sont faites, mais pas le contenu. La troisième des avis est le contrôle des détections de proximité. C'est le cas des IMSI catchers, où il y a eu des affaires particulièrement sensibles de la presse. On parlait des valises que pouvaient porter les services de renseignement et qui pouvaient capter les métadonnées et les données de tous les appareils téléphoniques qui se trouvaient dans un rayon déterminé. Et enfin, quatrième avis, les techniques de localisation sont utilisables en dernier recours. Cela pose le problème de l'appréciation des autres moyens supplétifs à la disposition des services de renseignement. Donc, ce sera a priori le contrôle a posteriori d'un juge qui devra déterminer si en effet cette technique, qui doit être utilisée en dernier recours, est proportionnelle. C'est un contrôle lourd pour le juge. Mais ce droit à la vie privée n'est pas un droit absolu. La loi, et c'est ce que la CEDH admet des atteintes à la vie privée. Ces atteintes à la vie privée peuvent sembler grandes si l'on considère que la CNIL apporte, somme toute, peu de réserve à ce projet de loi. Il est paradoxal qu'il s'agit d'une liberté au XXIe siècle fortement technologique, qui est chère à la plupart des citoyens et des internautes, quand dans un autre temps, ce projet de loi remporte l'assentiment plus ou moins partagé d'une grande partie de la population et du Parlement. Ainsi, il convient de voir le principe correcteur, qui est celui de l'atteinte à la vie privée, qui est parfois légitime. L'objet du renseignement français en matière de lutte antiterroriste est de prévenir des attentats. Et c'est dans cet esprit que le projet de loi a été présenté, bien qu'il ne mentionne pas directement viser les cas de terrorisme. Cela implique des violations de la vie privée, de rechercher de futures personnes susceptibles de commettre un attentat. C'est même, selon la Cour européenne des droits de l'homme, un devoir. Dans un arrêt du 2 décembre 2008, KU contre Finlande, l'État finlandais a été condamné car sa législation ne permettait pas d'obliger un fournisseur d'accès à Internet de fournir l'identité d'une personne qui publiait des messages à caractère sexuel au sujet d'un enfant. Ainsi, l'État a le devoir de contraindre, de limiter cette vie privée à des vues répressives. Mais comme je l'ai dit au début de mon exposé, la question du contrôle et de l'accès aux informations sur les personnes concernées par ce contrôle est centrale. Ainsi, on peut se demander ce qu'il en est des informations une fois que l'enquête publicitaire a blanchi le suspect, ou en tout cas que le ministère public décide de ne pas poursuivre l'infraction.
Ainsi, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, encore une fois, S. Morgan contre Royaume-Uni du 4 décembre 2008, la conservation par l'État, les Royaumes-Unis en l'espèce, d'empreintes digitales et de prélèvements ADN dans le cadre d'une enquête qui n'a pas abouti est une violation directe de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La même question peut se poser en France, alors même que les empreintes génétiques sont relevées et sont conservées et sont mises dans le fichier, dans le FNAEG. C'est d'ailleurs même une contravention de 5e classe de refuser de s'y soumettre. Toutefois, la législation reste la même en France. Ainsi, la CNIL formule la suggestion, qui a été dépourvue d'effet dans l'oreille du législateur, d'une collaboration entre elle et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR. Ce contrôle envisagé aurait permis de contrôler non pas le moment de l'enquête de l'atteinte à la vie privée, mais après, de savoir ce qu'il devient de ces informations conservées par les services du renseignement intérieur. Se pose la question alors de savoir, hors de l'exécutif, qui va remplir ce contrôle. A posteriori, on pense d'abord au juge d'instruction. Encore faut-il que celui-ci soit d'une grande loyauté vis-à-vis de la personne suspectée pour considérer qu'un mode d'écoute n'a pas été légal, ou que l'avocat soit particulièrement vigilant pour demander le rabat d'une pièce devant la chambre de l'instruction. Ainsi, on peut formuler une critique adoptée dans le cadre relatif au terrorisme, du fait que la loi n'y fasse pas directement référence. On peut imaginer une sorte de dévoiement de cette loi et qu'on vienne à l'utiliser pour des délits qui n'ont aucun rapport avec le contexte politique dans lequel elle a été adoptée. Il s'agit de la contrefaçon, des délits financiers, des vols en bande organisée. Les dérives possibles de cette loi sont nombreuses. Ainsi, en conclusion, je dirais que la stipulation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, nécessaire dans une société démocratique, est là la plus saignante. C'est là tout le débat. Est-ce qu'une société sécuritaire, entièrement tournée vers la répression, est-elle encore démocratique? C'est le cas de la société de 1984 de George Orwell. Le respect de la vie privée force-t-il de laisser subsister un risque d'infraction? Lorsqu'on voit prospérer des attentes vers de plus en plus de sécurité de la part des citoyens, et que ces citoyens considèrent que l'État est le débiteur de cette sécurité, est-ce que nous n'applaudissons pas des deux mains alors que l'on menote un peu plus notre droit à la vie privée? Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Jimbo, pardonnez-moi. Alors nous allons passer à la phase de questions, de débat. Peut-être que Clémence ou FR veut commencer. RF? Non. Chico, excusez-moi. Je suis nouveau. Je ne sais pas si tu me donnes la parole. Allez, Je veux bien. je la donne. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'autoriser à poser une question à notre candidat. Alors, j'ai été très intéressé parce que justement, c'est ce qu'on disait un petit peu dans le débat préparatoire. Notamment, tu as dit au début de la deuxième partie que c'était pas dit explicitement, mais que l'esprit de la loi, c'était quand même de prévenir des attentats. En tout cas, médiatiquement, c'est comme ça qu'il a été présenté. C'est vrai que dans l'opinion publique, c'est présenté comme ça. Mais est-ce que, peut-être si on voulait un petit peu aller plus loin, un peu creuser, être plus précis, est-ce que finalement cette loi qui, bon, comme tu l'as dit, met un petit peu en danger la vie privée, même s'il y a quand même un but légitime, après toute la question de savoir est-ce que c'est proportionné, est-ce que c'est tourné principalement, alors pas uniquement, hein, ça tout le monde l'a compris, mais est-ce que c'est tourné principalement contre le terrorisme? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres facettes qui entrent dans le cadre de cette loi? Alors, il y a, il me semble, la lutte contre les trafics de drogue qui est, même historiquement et dans le code pénal, beaucoup associée à la lutte antiterroriste.
trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains aussi, j'entends. C'est, je pense, là le cœur de la justification politique qui vise à présenter ce projet de loi. Néanmoins, et comme je l'ai dit précédemment, la loi ne se limite pas à une série d'infractions. Et on peut imaginer, peut-être dans l'esprit du législateur, mais pas dans celui de l'opinion publique, des désirs de vouloir sanctionner d'autres délits. Je pense par exemple aux moyens qui sont mis en œuvre face aux délits financiers, aux délits de blanchiment ou aux délits de contrefaçon, que ces outils peuvent être particulièrement efficaces et qu'à mon avis, les services de renseignement s'en saisiront. Alors moi je vais vous poser une petite question. On parle de vie privée, donc la question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui une atteinte gravement illégale de l'administration à l'encontre de la vie privée d'un des citoyens peut faire l'objet d'une voie de fait? Est-ce qu'on peut confier au juge judiciaire, dans le cadre d'une voie de fait, une atteinte à la vie privée? Alors dans le cas où cette atteinte serait commise par l'administration ou par une personne publique, le référé voie de fait qui a été créé récemment est à la compétence du tribunal administratif. Ainsi, c'est le tribunal administratif qui va être compétent pour sanctionner l'administration qui aura atteint la vie privée d'un justiciable. Donc on ne peut plus saisir le juge judiciaire lorsque l'administration a porté atteinte à la vie privée sur le fondement de la voie de fait. Alors il me semble qu'il reste quelques cas résiduels et peut-être en dehors de la vie privée. Je pense notamment à tout ce qui a trait à la propriété et le juge des référés dans l'ordre judiciaire reste toutefois compétent pour faire cesser tout trouble manifestement illicite, sans préciser que ces troubles doivent être le fait d'une personne privée ou d'une personne publique. Alors, à ma connaissance, on le verra peut-être dans le débat, lorsqu'il y a une atteinte gravement illégale de l'administration, on peut saisir le juge judiciaire dans le cadre d'une voie de fait dans deux cas, l'extinction de la propriété et une lecture orthodoxe de l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire le juge est garant des libertés. Voilà. On y reviendra, c'est pas exactement ça. Mais la réponse... Je vous en prie. mais la réponse était bonne. Clémence, peut-être une ou deux questions. Oui. Est-ce que pour vous, la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental? La question de savoir si la protection des données à caractère professionnel est un droit fondamental, personnel, renvoie à la vie privée, qui, elle, est un droit fondamental. Mais en ce que ce droit est consacré, et je parle du point de vue de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne et la Convention, le Conseil de l'Europe, attachent une grande importance à laisser une marge de manœuvre aux États. Et l'État s'est saisi de cette marge de manœuvre par la loi de 78. Si la loi de 78 consacre effectivement des droits, qui peuvent s'opposer aux personnes privées ou aux personnes publiques, il me semble pourtant que ce n'est pas une liberté fondamentale, ou en tout cas pas en l'état du droit, puisque ce droit connaît des limitations et n'est pas mis en œuvre de façon suffisamment générale, et d'ailleurs l'exemple de la loi de mon renseignement le prouve, pour que ce soit reconnu comme une liberté fondamentale. Il manque pour moi ce caractère de généralité et une certaine forme d'absolu. Pour vous, l'Union européenne, elle a un rôle à jouer en cette matière? Il me semble que dans les traités, et particulièrement le traité de fonctionnement sur l'Union européenne, il n'y a pas de compétence spécifique de l'Union, et je pense à la Commission, pour ce qui est la protection de la vie privée. Néanmoins, je mettrai un bémol à cette affirmation dans tout ce qui est le cas de la consommation, sur laquelle la Commission européenne et le législateur européen interviennent. Ainsi, dans le droit européen de la consommation, les fichiers personnels des clients, en ce qu'ils permettent des contacts répétés et de les soumettre à des offres publicitaires, reçoivent une législation et sont contrôlés par le juge européen. Néanmoins, en tant que tel et dans un caractère général, il ne me semble pas que l'Union européenne a une compétence dans cette matière. Alors, est-ce que quelqu'un du public souhaiterait poser une question? Oui. Vous n'avez pas... Alors déjà, pour rebondir sur
la question qui vient d'être posée. Vous avez dit que le droit à la vie privée est un droit fondamental. Vous maintenez ou c'est le droit au respect de la vie privée qui est fondamental? Non, le droit au respect de la vie privée, enfin en tout cas tel qu'il est libellé dans la Et Convention. pas le droit à la vie privée. C'est un D'accord. Et vous avez parlé de cette loi sans jamais évoquer le contexte. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette année qui a... Si, bien sûr, les attentats de début de janvier 2015 qui ont fortement marqué l'opinion publique, l'attentat qui était porté contre le journal Charlie Hebdo, dans lequel 9 personnes, je crois, ont perdu la vie. 17 en tout, entre le 7 et le 9, et le 9 janvier. Et vous dites que véritablement il y a eu une pression médiatique. Mais est-ce que c'est pas plutôt une pression de l'opinion publique? Est-ce qu'il ne faut pas là faire une différence? Parce qu'il semble que la presse, et vous avez introduit le propos en disant que la presse véritablement faisait pression pour faire évoluer la législation, mais il me semble plutôt que cette presse-là ait décrié ces lois, parce que justement les journalistes peut-être étaient concernés à certains égards. Quant à savoir si la presse s'est opposée en tout cas divergée de l'opinion publique, cela me semble délicat, d'autant plus dans une société informatisée et extrêmement médiatisée, il apparaît des fois peu certain de pouvoir déterminer une opinion publique par des outils de sondage ou par des outils démocratiques sur des sujets tels que ceux-ci. Et souvent, l'opinion publique renvoie le plus souvent à une opinion médiatique, ou en tout cas à ce que les Français peuvent en considérer. Toutefois, il me semble que même si les journalistes ont dénoncé ce projet relatif au renseignement, et cela est particulièrement sensible au vu de leur profession, notamment au respect de la protection des sources, et à eux-mêmes qui sont souvent confrontés à ce problème de la vie privée des personnes sur qui ils fondent des sujets. Ces journalistes, il me semble, ont critiqué ce loi, mais il y en a eu d'autant et en égale mesure qui, non pas l'ont applaudi, mais du moins l'ont approuvé. Ils ont fait le relais de l'opinion. D'accord. Et simplement, toute autre chose, et sans transition, même si c'est sur le même sujet, vous avez terminé votre propos en disant que la véritable problématique au regard du document qui vous était donné à commenter, c'était de savoir si il n'y avait pas des enjeux au regard de la démocratie et si véritablement le jeu en valait la chandelle ou la chandelle. Ouais, parce que est-ce que avec ces lois-là, on arriverait à l'efficacité et à atteindre les objectifs qui sont visés? Mais est-ce que c'est pas là justement le cœur du sujet? Est-ce qu'à partir de ces lois-là qui ont été prises, et d'ailleurs le Premier ministre a dit à la suite des attentats en Égypte, le problème étant pas de savoir s'il va y avoir des attentats en France, le problème étant de savoir quand et où. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'avec ces lois-là, on évite les attentats du 7 et du 9 Du 11. Non, le 11 c'est le rassemblement. Je pense que l'objectif sincère et légitime du législateur n'est pas d'éviter tout attentat. Il le sait, le Premier ministre, vous l'avez rappelé, l'a également dit, les attentats restent toujours possibles et le risque zéro n'existe pas. Ce qui me semble au cœur de ce problématique, et c'est en ça que je voulais appuyer dans ma conclusion, c'est la question de la proportionnalité. C'est est-ce que cette loi justifie et proportionnelle par rapport à l'intérêt public de sécurité des citoyens et la perte de liberté, de respect du droit de la vie privée qui en résulte. Et quant à savoir si cette loi est proportionnelle, il me semble que c'est toutefois critiquable. Je peux apporter, il ne m'appartient pas de commenter la sagesse du législateur, mais toutefois, vu les dérives et vu le dévoiement que l'on peut faire de ces dispositions, notamment pour poursuivre de plus en plus de délits et constituer une sorte de droit commun du renseignement intérieur et de l'enquête préliminaire, pourquoi pas, ça me semble dangereux, oui. Sagesse du législateur d'ailleurs, mais vous avez précisé du législateur de gauche. Or, on m'a toujours appris que les lois étaient d'intérêt général et qu'elles avaient pour dessein de général et abstraite. Les lois étaient générales et abstraites, elles avaient pour dessein de garantir, de protéger ou de viser à tout le moins l'intérêt général. Est-ce que selon vous, pour une problématique aussi importante qui doit faire consensus dans l'opinion publique, il était opportun de préciser qu'il s'agissait d'une loi socialiste, en tout cas présentée par quelqu'un qui était de gauche, puisque vous avez insisté là-dessus? Consensus, en tout cas, certains y est, puisque la plupart des parlementaires
étaient plus ou moins d'accord avec ce projet de réforme. Néanmoins, toute loi, et d'autant plus un projet de loi, est adopté dans un contexte politique, et d'autant plus quand celle-ci fait la une de l'actualité. Je ne voulais pas insister outre mesure sur la couleur politique de M. Jean-Jacques Urvoas, mais il me semblait néanmoins pertinent de constater que le parti politique au pouvoir majoritaire à l'Assemblée et au pouvoir à l'exécutif en France est celui-là même qui a demandé un avis à la Commission nationale d'informatique et liberté. Il me semblait pertinent de souligner que c'était un moyen supplémentaire de légitimité de son action législative. D'autres questions? Allez-y, Clémence. Alors, dans votre propos, vous avez donc évidemment parlé du volet de la lutte contre le terrorisme. Et dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositif en matière pénale, pensez-vous qu'afin de lutter de manière efficace contre le terrorisme, le juge judiciaire est dépassé? Je pense que dans un premier temps, pour ce qui est de la prévention des attentats et du terrorisme, qui n'est pas pour la poursuite des attentats qui ont pu éventuellement arriver, c'est la police judiciaire et les renseignements qui sont au cœur de cette prévention, car c'est eux qui sont en première ligne, de même à même de faire des enquêtes de flagrance lorsque un attentat est sur le point de se commettre, peut-être en lien avec le ministère public, mais l'intervention judiciaire, par nature, en matière pénale, ne vient que dans un second temps, après la tentative ou après la commission de l'infraction. Quant à savoir s'il est dépassé, il me semble que le juge judiciaire qui va être le plus visé par cette loi, surtout s'agissant de crimes, ça va être le juge d'instruction. Et ce juge d'instruction va devoir composer avec cette loi de renseignement, et c'est ainsi je l'ai souligné, va devoir faire preuve d'une grande loyauté face à une pièce ou face à une écoute téléphonique, de l'écarter si elle méconnaît les exigences de respect de la vie privée, comme la CNIL d'ailleurs a insisté dessus, et ça va être ce juge d'instruction qui pour moi va être la pierre d'achoppement, le juge a posteriori de la légalité ou non de ses actes. Un renseignement capté dans le cadre de cette loi est-il constitutif d'une preuve en droit pénal? Il me semble que oui, dans le sens où la preuve en matière pénale, si elle est enfermée dans des conditions de loyauté et doit respecter la légalité, les principes de légalité de la preuve, si ces principes et si ces garanties sont respectées, elles peuvent très bien servir à l'ouverture d'une information judiciaire. Il me semble que c'est d'ailleurs là le but même de cette loi, de prévenir et de réprimer les personnes susceptibles de commettre des attentats. Bien, je pense que le délai est écoulé. Oui, ça fait 30 minutes. Sauf s'il y a une dernière question dans l'Assemblée. Bon, mais Jimbo, on vous remercie. On n'a pas de siège. Petite page de pub et on fait le débrief juste après. Très bizarre. La paix est nulle, mais le boulot est chiant. Et tu veux quand même devenir avocat? Fais ça bien et écoute Radio Clémence. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Que t'aies choisi la procédure administrative ou la procédure civile, faudra que tu passes le grand oral. Et comme le programme est infini, mieux vaut le faire entre amis. Mais si, on est tes amis. Tes amis qui t'attendent et qui t'aiment. Alors rejoins-nous sur la messagerie Skype de Radio Clémence et viens papoter avec nous. Promis, on parlera de droit européen, institutionnel, je rêve. Retour sur Radio Clémence pour la troisième et dernière partie de cette émission. Hop, je passe le casque à Pringles, si vous écoutez le casque, je le laisse faire. Et donc on va débriefer la performance de l'ami Jimbo. Du coup, comme Pringles a été le président, je lui laisse... On fait quoi? On fait d'abord la forme, ensuite le fond? C'est ce qu'on fait d'habitude. Oui, on va faire d'abord la forme. Déjà 15 minutes, je crois, même presque 16. 15. Oui. 15 minutes. En tout cas, il était dans les clous, ouais. Entre 15 et 16 bon. minutes. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Donc attendez, on va pas tous parler en même temps, sinon on va pas s'entendre. On va commencer d'abord par la forme, et ensuite on va faire le fond. Donc, peut-être Clémence. Au niveau de la forme, c'était du Jimbo, c'est-à-dire quelqu'un d'à l'aise. Au niveau de la voix, c'était posé.
belle prestance. Mais bon, ça veut dire, voilà, comme je dis, c'est du Jimbo. Pour moi, c'est habituel là-dessus. C'était un propos qui était. Qui me semblait clair. Après, il se trouve que quand moi je suis derrière la console, j'ai toujours l'écho, donc j'ai pas exactement la même écoute que vous. Peut-être que moi, ça m'a paru assez clair. Et c'est vrai que bon, sur 15 minutes, des fois, on peut avoir certaines absences. Voilà, donc peut-être, à mesure où j'avais l'écho du casque, c'est peut-être vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien. Voilà. Moi, je pense au niveau de l'expression, pas de problème. C'était bien sur la forme, très clair, très compréhensible. Après, il faut pas se laisser gagner par le stress et surtout ne pas montrer que l'on ne croit pas forcément ou que l'on n'est pas sûr du propos que l'on va tenir. Et sans même t'en rendre compte, alors c'est toujours très facile d'avoir ce rôle-là, moi je l'ai noté, tu as fait quelques erreurs, tu parles d'un avis et c'est ta problématique et tu dis corrige-t-il. Corrige-t-elle. Oui, corrige-t-elle à un moment. Oui, plusieurs fois. Contribue-t-il ou contribue-t-elle? Après, dans ton plan, tu as annoncé ton plan et à 2 reprises, tu as mis le droit de la respect. Le droit au respect. Ouais. Et voilà, après, juste, il y a une expression, j'ai pas eu le temps de revenir dessus, c'est quand tu as parlé de loi solide ou de chaque personne. Ça, c'est 2 expressions, moi, personnellement, qui sont peut-être un petit peu moins juridiques. J'aurais préféré tout individu. Et après, qu'est-ce qu'une loi solide? Ah oui, et à Toulouse... Juste ça sur la forme, après le reste était très clair et c'est vraiment le... À Toulouse, ouais, attention, t'as employé tu appelais, c'était Jean-Jacques Urvoas, c'est ça? En fait, à Toulouse, ils sont vraiment assez méticuleux sur ces monsieur Urvoas. Tant que c'est une personne qui est vivante, on ne peut pas le prénom. C'est vrai, c'est une règle de fois. Je l'ai toujours fait, mais quand je l'ai entendu dire par d'autres, j'ai jamais vu quelqu'un qui le reprenait. Je sais pas, mais c'est une règle habituelle, je sais pas. Il me semble que ça marche comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément sanctionné s'il y a des erreurs là-dessus. Par sécurité. Pas laisser, oui, voilà. Et d'ailleurs, ça amène, quand on parle de monsieur, ça amène aussi à la question des titres. Si tu dois parler de monsieur Sarkozy, il faut dire maître. Il est inscrit au barreau. Donc si. Parce que là, président, on appelle président les anciens présidents de la République. On dit monsieur le président Valéry Giscard d'Estaing. Ah, donc quel titre? Ça, je ne savais pas. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai, il est toujours inscrit au barreau. Donc, et justement, quand on avait parlé un petit peu de Paul Bismuth, je me suis risqué à peut-être te poser une question là-dessus, mais c'est intéressant, notre point, c'était une conversation du coup entre 2 avocats. C'est aussi ce point-là qui avait été soulevé dans l'affaire Herzog, tout ça. Ah bon, c'était pas le sujet, mais ça aurait pu donner lieu à une question. Et c'est vrai que quand on parle ça fait une belle transition pour le fond, quand on parle de sujet de loi de renseignement, il y a le petit copain sur les écoutes incidentes et toute la jurisprudence, enfin il n'y en a pas non plus énormément, mais à connaître sur la chambre criminelle de la Cour européenne des droits de l'homme, sur la protection de la vie privée, mais côté pénal, tandis que là on est sur le versant administratif, voilà, faire attention à ces 2 facettes d'une même pièce. Voilà. D'autres remarques sur la forme, Chico? La forme c'était intéressant, il y avait un délit de parole qui était tout à fait raisonnable. On a bien compris, on a eu le temps de prendre des notes, de prendre acte de ce que tu disais, d'analyser, de se demander ensuite peut-être qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question, comment est-ce qu'on pourrait rebondir. Voilà. Après, oui, je partage en gros les avis qui ont été donnés sur la forme. Mais bon, ça encore une fois, pour moi c'est du Jimbo. Voilà. Pour moi c'est habituel. C'est vrai. Faire attention à ce qu'on t'a fait remarquer sur c'est la. Il y a des scories. Voilà. C'est vrai que dans le feu de l'action, on a forcément tendance à parfois faire des petites erreurs comme ça, faire des lapsus. C'est vrai que c'est pas très très grave, mais ça peut. C'est vrai que la forme est quand même importante, donc ça peut donner une mauvaise impression, alors que même le fond serait tout à fait satisfaisant. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur la forme. Le fond. Monsieur le Président dit rien sur la forme? Si ça relève plus d'une question sur le fond que la forme. Mes premières interrogations, c'est cette phrase au début d'attaque, d'accroche en anglais. Alors pourquoi avoir choisi une phrase... Je l'ai fait à Paris, ça avait bien plu. D'ailleurs, je l'ai pas relevé, mais c'était pas mal. Alors peut-être, même si la phrase n'est pas compliquée, la traduire. C'est un oral français. On peut, pourquoi pas. Moi je l'avais fait, je l'avais traduit au cas où, mais bon, il m'avait pas fait de remarque. Après pour les serait-ce une citation latine, est-ce que ce serait pareil?
par exemple. Avec Mais moi, bon, c'est un débat. Au pire, voilà. moi je traduis toutes les expressions latines. C'est quand même très vexant de traduire Big Brother is watching you. Ah, vexant, c'est. Non, c'est un style. On ne demande pas de parler comme Raffarin non plus. En plus, la phrase, elle est courte. Voilà, alors donc au niveau de la forme, c'était ce seul point que je voulais relever. Après, c'est vrai qu'il y a quelques coquilles, on va les appeler comme ça, mais je suis convaincu que c'est sous la pression, sous le stress, donc ça vaut même pas le coup de les relever. Alors au niveau du fond, pareil, on va peut-être commencer par notre ancien président, s'il veut apporter quelques critiques positives ou négatives. Oui, alors qu'est-ce que je pourrais dire en tant que président émérite Président honoraire de Radio Clémence. Voilà, de ce glorieux jury. Alors, président ad hoc. Alors, sur le fond, bon, j'ai trouvé que le plan était intéressant. C'est vrai que peut-être on pourrait dire le plan était un peu banal, c'est vrai. En même temps, je pense que c'est... Banal, mais pas casse-gueule. Non, voilà. Je pense que ce qui est bien, c'est que si vraiment peut-être on a une petite hésitation sur le plan, c'est bien de prendre des plans qui ont fait leur preuve, où on est sûr au moins de ne pas faire fausse route. Par ailleurs, c'est sans doute préférable de prendre un plan peut-être moins original, mais solide, plutôt qu'un plan peut-être qui se voudrait original, qui voudrait sortir de l'ordinaire, qui ne ferait que desservir le candidat, peut-être parce qu'il y a une erreur de logique. Donc pour le plan, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà. Exactement, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, donc j'ai trouvé que le plan était bon. Après, sur le fond, bon, j'ai trouvé que c'était bien, il y a une bonne connaissance de la jurisprudence de la CEDH. C'est vrai que aujourd'hui c'est incontournable. Alors, il y avait 2 décisions qui ont été citées, peut-être on aurait aimé en avoir un peu plus. En même temps, il faut voir si ça s'y prête, parce que le but ce n'est pas de citer pléthore de jurisprudence à tort et à travers pour montrer qu'on a appris tout le recueil de droit européen. Donc, s'il n'y en avait que 2, c'est bien aussi. En tout cas, je pense que c'est bien de donner des exemples concrets qui viennent des sources juridiques. Après aussi une bonne connaissance des lois, de l'historique législatif sur toutes ces questions. J'ai bien apprécié aussi les quelques développements qui ont été faits sur la vie privée, sur les droits un petit peu annexes, je ne sais pas si on peut dire ainsi, mais sur les droits voisins. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était intéressant et en même temps c'était tout à fait clair parce que c'est important à mon avis que le raisonnement suive un certain fil conducteur et de ne pas partir dans tous les sens pour revenir après. Donc là j'ai trouvé que le raisonnement, la progression était linéaire et tout à fait clair. Il est donc maintenant minuit, après cette intervention longue, on va rendre l'antenne. Bon, merci monsieur le professeur émérite. Donc peut-être, Clémence Moi je vais être un peu plus nuancé. Mais ça va correspondre à l'appréhension que tu avais avant de passer à l'oral. Et pour moi, on n'y est pas sur le fond. C'est un sujet, voilà, c'est pas facile, mais ça fait pour moi partie des sujets de 2015 qui sont... c'est pas un sujet... À Toulouse, pour y avoir assisté, on l'a fait ensemble, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Il y a des sujets de DIP sur le divorce, vraiment, c'est pas très très vaste. Mais, déjà que cette année 2015 a été très chargée, mais ce truc-là, pour moi, il est incontournable. Et du coup, il y a des actualités, il y a des éléments qui doivent être cités. Le fait qu'on ait une saisine du président de la République, c'est inédit, je ne crois pas que ça a été mentionné. Il y a ça, le fait, ça c'est une erreur qui malheureusement qui est affreuse, mais c'est pas du pénal. On est strictement dans de la police administrative. Et donc toute la question du juge judiciaire, la question, ce n'est pas une preuve pénale. Parce que ce n'est pas une application du code de procédure pénale. Le but, ce n'est pas l'interpellation des terroristes, c'est uniquement d'avoir du renseignement. Bref, c'est vraiment un merdier cette loi, il faut vraiment s'y prendre la tête dessus. Je l'ai fait. Parce que bon, moi j'ai la chance d'en être sorti. Je me suis vraiment pris la tête plusieurs semaines sur cette loi, et pas facile à saisir. Mais ça, c'est des choses d'un commun, voilà, on parle, il faut... Enfin, bon, je t'inviterai à écouter l'introduction qu'on a faite au début, mais j'avais insisté vraiment là-dessus, c'est pas une loi contre le terrorisme. C'est une loi de renseignement, c'est qu'un seul point sur le terrorisme, et comme ce truc-là n'a pas pour but, ne traite pas de l'appréhension
de l'interpellation, de la retranscription des preuves, c'est vraiment que du renseignement. Et donc ça pose un problème de société. Voilà, et justement, j'avais essayé de t'amener là-dessus. C'est sur la question de la place du juge judiciaire par rapport à ce qu'il était toujours adapté. Et voilà, donc ça, si tu veux, je te passerai plusieurs liens pour que tu sois calé, parce que pour moi, ça fait partie des trucs. C'est comme l'affaire Vincent Lambert, le mec qui se pointe et qui connaît pas que récemment, il y a eu le tribunal de Chalon-sur-Saône qui a rendu une décision. Enfin, le mec, il n'est pas à jour. Et ça fait mauvais genre. Et voilà, ça fait partie des sujets d'actualité, comme la GPA, comme la... Voilà. C'est pas bien dur à retenir, mais sur lequel il faut, à mon avis, être calé. Voilà. Et du coup, je pense que c'était pas mal de t'interroger là-dessus. Et voilà, je sais pas quel est ton ressenti. Ben, il faut que je bosse. Ouais. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre chose ? N'empêche qu'au niveau des questions, tu t'en sors bien. Et alors, oui, un autre point, bon, ça, parler un petit peu dans l'intro, c'est un droit fondamental d'un point de vue de l'Union Européenne. Le droit aux protections des données personnelles. Ça m'avait étonné, d'ailleurs j'ai dit une erreur, j'ai dit que c'était l'article 18 du TFUE, c'est l'article 16. D'ailleurs j'en profite pour une autre rectification, c'est pas 17 victimes, c'est 11. Voilà, qu'on ne se trompe pas pour nos auditeurs, les attentats du 7, 8 et 9 janvier c'était 11 victimes et 11 personnes tuées, 11 personnes blessées. Voilà, c'était une petite correction que j'avais noté pour pas qu'il y ait de problème pour nos auditeurs. Voilà, ça c'était un point. Et donc excuse-moi, je reviens dessus sur l'Union Européenne, c'est dans la charte. C'est dans la charte et dans le traité de fonctionnement. Ce qui, pour moi, ça m'a vraiment été, quand je l'ai appris, j'étais sur le cul. C'est avant même les dispositions sur la citoyenneté, parce que c'est l'article 20 suivant, l'article 16, le premier alinéa, c'est la protection des données à caractère personnel. Et c'est génial dans l'actualité, puisque tu sais qu'il y a eu l'avis du 18 décembre sur la question de la CEDH, tout ça, la combinaison Union Européenne, Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, ça c'est intéressant. C'est une plus-value qu'a le système communautaire par rapport au système européen. Mais donc l'article 16 ou 18, ils font de la compétence de l'Union ou ils proclament c'est une compétence, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu... Ils font de la compétence. C'est comme ça que récemment, il y a eu des décisions sur le déréférencement Google, qui a eu, la commission s'est pris une avoine, mais très sévère au mois d'octobre, sur un accord qu'elle avait passé dans les années 2000 avec les États-Unis pour justement l'exportation des données personnelles sur les réseaux sociaux en direction des États-Unis. Et la Cour de justice avait été très sévère puisqu'il n'y avait pas le principe d'équivalence. Aux États-Unis, c'est pas traité de la même manière. Ben voilà, donc ça c'est intéressant voilà, au vu de l'actualité en matière de droits fondamentaux d'un point de vue général. Sur cette question-là, l'Union européenne, c'est toujours un petit peu une question piège, on l'envisage toujours du côté économique, ce truc-là. Non, ça a vraiment une plus-value, et ça c'est intéressant. Voilà, ça, pour moi c'était à prendre en compte. Mais bon, c'est tellement vaste comme sujet que ça se comprend que tu n'aies pas pu le bosser à fond, même si pour moi, voilà, ça fait partie des 2015, il y a ça. Ça c'est sûr. On peut pas... Voilà, ça fait partie des trucs... mais même... Quand t'as pas été trop à l'aise sur le fond, c'était quand même... t'as pas su me répondre, voilà, c'était un droit fondamental, mais t'as parlé de la consommation, donc ça, tu retombes bien sur tes pattes, et là-dessus, au final, moi, j'en tire une impression que c'était... t'es pas assis sur la branche, mais tu t'accroches aux feuilles et t'es pas tombé. Si je devais employer une métaphore bidon qui me vient en tête, et voilà, je sais pas si ça va... Est-ce que ça correspond à l'impression que vous avez les autres sur le fond ? Ce qui est déjà pas mal, parce que presque il vaut mieux se préparer à ce genre de situation où on n'est pas à l'aise, parce que Ventura c'est tellement infini que partir sur le principe qu'on va tomber sur le sujet qu'on a étudié, c'est imprudent. À la rigueur, c'est mieux de se confronter à des situations que l'on ne maîtrise pas. Je sais pas, c'est mon avis global sur le fond. Je sais pas si vous me rejoignez. Non, je ne le partage pas. Sur le début du propos, oui, par rapport aux faits, alors je le dirais peut-être moins sèchement quand il disait que ça va pas, ça peut aller si jamais tu personnalises un petit peu le plan.
C'est-à-dire que pour moi, et même si je n'ai peut-être aucune légitimité à le dire, mais du moins la façon dont je le ressens, ce qui peut faire la différence entre un oral qui sera un petit peu dans la masse et le très bon oral, c'est celui où tu vas donner ton avis. Et moi, c'est ce qui m'a gêné, c'est qu'il a fallu dans les questions subsidiaires, que je te demande ce que tu en penses. Ce même plan-là que tu fais grand 1, une violation inacceptable du droit au respect de la vie privée. Grand 2, une violation qui ne se justifie pas au regard des conditions fondamentales ou autres. Et ce sujet-là, ce plan-là, ce développement, déjà il te donnera de la matière si tu n'en as pas, et il change totalement de teinte. Et après, moi, j'ai peut-être moins bossé le texte que lui, parce qu'on voit bien qu'il a absolument bossé, mais je ne partage pas du tout ce qu'il a dit sur le volet pénal qui est à exclure. Son approche, elle est beaucoup trop juridique. Il y a 12 points ou 8 points, je ne sais plus, notamment la dissolution et veiller à ce que les groupes, par exemple des groupuscules, ne se reconstituent pas. Mais le volet central, le volet fondamental, c'est l'antiterrorisme. On collecte des renseignements. Pourquoi? Mais c'est pour in fine les traiter. Comment est-ce qu'on va empêcher un citoyen français, 30 ans, 40 ans, d'aller en Syrie? Pourquoi est-ce qu'on lui récupère son passeport lorsqu'on l'intercepte à Roissy? C'est parce qu'on a eu du renseignement. Ah, là, c'est pas la même loi, c'est la loi Cazeneuve, ça, qui est sur la loi antiterroriste. Tu expliques qu'il n'y a qu'un point dans cette loi sur le terrorisme à juste titre, mais ce point-là, il absorbe tout, et la preuve, c'est que cette loi-là, elle a été présentée par Manuel Valls dans le cadre d'une conférence de presse sur l'antiterrorisme. Mais oui, parce que c'était dans l'actualité, mais c'est rien de plus que... C'est une nouvelle loi Rocard de 91, c'est les écoutes administratives. Ça traite autant de la protection contre l'espionnage industriel que du terrorisme. Et du coup, dire que c'est une loi antiterroriste, c'est oublier qu'il y a 6 autres points et qui sont tout aussi majeurs. Et pour moi, voilà, c'est un prisme qui est parcellaire, partiel, et dès lors inexact. Parce que c'est pas l'objet, c'est le renseignement, c'est beaucoup plus large. On parle d'écoute administrative, et donc on est dans de la police administrative. Ça c'est quand même, voilà, c'est la matière, c'est celle-ci. On peut parler du juge pénal, mais c'est vraiment à côté. C'est la loi, on n'en parle pas. Ou alors à la marge. Voilà, c'est comme le texte est très vaste, à titre personnel, moi je l'ai pas lu dans son intégralité. Donc peut-être qu'il touche en effet sur le malfaiteur, sur d'autres points, je sais pas. Mais sur le dispositif sur lequel celui qui nous intéresse, sur la captation des données personnelles, c'est pas constitutif d'une preuve pénale. C'est ça qui est intéressant. On passe sur un autre modèle d'appréhension pour faire le renseignement à la répression. C'est des problématiques qui se posent. Et partir sur l'idée que c'est inacceptable tout ça... Non, inacceptable, je vais donner une idée. Mais on peut la défendre ou on peut la critiquer, mais je pense que dans le propos, il faut que l'avis et l'opinion de la personne qui présente ce sujet transparaissent. À titre personnel, moi je ne le mettrai pas dans le plan. À la rigueur, je laisserai transparaître dans une conclusion, mais dans la mesure où tu as une décision constitutionnelle qui est ultra favorable à cette loi, parce que quand on voit les petites critiques qui ont été adressées, alors que Jean-Louis Debré, c'est quand même un ancien juge antiterroriste, c'est difficile d'avoir un plan aussi tranché. Pour moi, c'est très tendu. À la rigueur, vraiment, en conclusion, on le laisse transparaître, mais je ne me permettrai pas de faire un plan aussi tranché, parce que comme l'a fait remarquer Chico, on peut parfaitement considérer que c'est légitime, que de la même manière qu'il y a des caméras dans l'espace public, Internet, c'est un espace public. Et donc, je vois pas pourquoi, parce que voilà, ça peut parfaitement se défendre. Et donc, du coup, on va avoir peut-être un propos plus nuancé, mais sur la fin, laisser un avis. Mais je rejoins parfaitement, à Toulouse, ils insistent beaucoup sur la notion d'avoir un avis. Clémence, tu pourrais peut-être préciser aux auditeurs qui nous écoutent ce qu'est la police administrative et en quoi elle se distingue de la police judiciaire. Pour le faire c'est maintenant au tour de Clémence de passer le grand oral. Le plus simplement, après si tu veux on reviendra sur la question de la voie de fait, parce que ça a été évoqué, mais en gros pour le faire plus simple, c'est la police administrative, ce n'est que de la prévention. Ça ne peut pas conduire à un emprisonnement, à une interpellation, et même ça ne constitue pas, les moyens en police administrative ne peuvent pas constituer de preuves pénales, puisque ce n'est pas fait en application du code de procédure pénale. La loyauté, tout ça, c'est très bien, et ça a été revendiqué, réaffirmé, de manière d'ailleurs, c'est un peu particulier, parce qu'il y a une résistance des juges du fond, parce qu'on en parlera en matière pénale, justement, le 6 mars 2015, de l'Assemblée plénière. La question des cellules de garde à vue, la déloyauté, tout ça, le stratagème. Mais
le fait d'avoir écouté quelqu'un, en fait, c'est indifférent pour le juge. Parce que ça n'a pas été fait dans le cadre du code de procédure pénale. Et c'est ça le problème. Donc c'est que le juge ne le connaît même pas, cette écoute. Alors, je pense qu'il y a une procédure de retranscription, mais qui est... si je le vois juge même le pas. connaît, c'est que c'est une preuve. Si c'est dans le non. dossier du juge d'instruction... Ah non, c'est pas... Ben oui, mais pour que ça soit versé au dossier d'instruction, il faut que ça respecte le code de procédure pénale. Si ça n'a pas été Donc fait... ça n'y est pas. Ben pour moi, ça n'y est pas. Alors, je mets des guillemets parce que là on rentre vraiment dans du droit très spécial, comment ça se circule entre le renseignement, machin, là on rentre vraiment dans des trucs. Mais pour avoir écouté l'intervention du juge Trévidic, donc ça je t'invite vraiment, c'est assez court sur YouTube ce qu'il dit, mais il parle vraiment de ce volet pénal qu'on n'a pas beaucoup évoqué finalement dans la presse. Ça il en parle de la question de la retranscription, et pour lui c'est complètement absent. Et en plus se pose une question fondamentale, la question du secret défense. Où en France, un ministre peut toujours te dire, en fait c'est le ministre seul décide s'il lève ou non le secret défense. Il y a une commission qui va pouvoir rendre un avis pour dire ouais ça serait opportun de le lever ou pas, mais en France, contrairement à d'autres pays où il y a des juridictions pour ça, le secret défense est toujours la propriété exclusive du ministre compétent. Voilà, tout ça c'est des points, et ce qui fait qu'aborder la loi de renseignement dans le prisme lutte antiterroriste et droit pénal, pour moi c'est hors sujet. Parce que cette loi n'a pas vocation à ça. Et c'est ça qui interpelle au final, parce que c'est pas le juge administratif, même si le juge administratif, je trouve qu'en matière de protection des libertés, même individuelles, il n'a rien à envier au juge pénal quand on voit les jurisprudences sur les écoutes incidentes et compagnie. Mais c'est ça qui interpelle les avocats, et pour ça qu'ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. C'est que normalement, c'est le juge judiciaire qui est le garant de la liberté individuelle. Donc c'est curieux que sur la loi de renseignement, ce qui touche vraiment à l'intimité de la personne en raison des données, tout ça, suffit. Quand on lit ton historique, on sait qui tu es, mais vraiment de A à Z. Donc sur cet aspect-là, qu'il n'y ait pas les garanties judiciaires et donc du juge pénal, c'est ça qui interpelle. Parce que c'est complètement absent de la loi. Voilà, pour moi ça c'est le cœur fondamental pour ne pas se tromper sur ce sujet, c'est que c'est un sujet administratif. En fait, voilà, Bon, on peut peut-être maintenant changer de sujet, évoquer la voie de fait, puisque manifestement, ah oui, la voie de fait. Ike, si vous me permettez l'expression. Ouais, la voie de fait, alors, ça a changé, donc l'arrêt d'Ergoand, 17 juin 2013. Elle a pris l'eau, la voie de fait, quand même. Hein. Oui, elle a pris l'eau. Elle avait déjà pris l'eau depuis la loi de 2000, là, avec le référé liberté. Oui, bah alors du coup, ça m'interpellait, le référé voie de fait. Non, moi je me suis demandé si tu parlais pas, mais enfin voilà, du référé liberté, mais encore, tu n'aurais pas dit qu'il était récent. Non, le référé voie de fait. Les deux... Non, mais c'est ça m'avait interpellé, je sais pas qui l'avait prononcé, mais pour moi il n'y a pas de référé voie de fait. C'est moi qui le dis. Non, pas dans ton propos. Ah, si, tu as répondu à la question. Il m'a dit qu'il y avait un référé. Non, il a demandé ce qu'il pensait du référé de voie de fait, et toi tu as répondu sur la question, mais tu n'as pas lui dire. Alors, les conditions de la voie de fait, il y en a qui sont communes, il y en a qui. Il y a deux cas différents. Celles qui sont communes, c'est il faut une atteinte qui conduit à l'extinction du droit de propriété, et une atteinte donc cumulable. Donc c'est ces deux conditions réunies. Il faut ça plus une atteinte. Ou alors, non, pardon, je me trompe. C'est soit une atteinte qui conduit à l'extinction du droit de propriété, ou une atteinte à une liberté individuelle. Donc autrefois c'était une liberté fondamentale, autrefois c'est juste une atteinte au droit de propriété. Donc là c'est l'extinction de propriété ou une atteinte à une liberté fondamentale. Putain, maintenant j'ai la doute. Ou fondamentale ou individuelle, mais je pense que c'est fondamental. Je ne me trompe pas. Et dans deux cas, l'un ou l'autre, c'est soit quand l'administration a procédé à une exécution forcée de manière irrégulière, soit alors elle a agi dans le cadre d'une compétence qui ne lui était manifestement pas dévolue. Mais tu vois, il y a un volet conditions communes en termes d'extinction du droit de propriété ou une atteinte à la liberté fondamentale, et dans deux cas, soit l'exécution forcée et irrégulière, soit l'absence de compétence du pouvoir administratif. Et alors c'est quelle action qui sanctionne cette voie de fait ? Et donc, si jamais ces conditions-là sont réunies, il y a un dessaisissement de la compétence administrative, on passe au juge judiciaire. Mais en fait, c'est ultra... Ah d'accord, mais alors, devant le juge administratif, par principe... Il n'y a plus de voie de fait. Mais ça n'a jamais été... La définition de la voie de fait, c'est justement de dessaisir le juge administratif. Et par contre, pour les auditeurs qui nous écoutent, justement, aujourd'hui, c'est plus la notion de fondamentalité, mais c'est
notion de droit individuel. Ouais, c'est ça, j'avais Oui, parce que justement, ça renvoie Je sais à l'article plus. 66, il me semble, Mais de la comme c'est- Constitution, la c'est limite- extrêmement restrictif, alors que des libertés donc fondamentales, c'est il y en pas a ça. un certain nombre. La liberté individuelle, J'avais un doute. c'est le droit à la sûreté. Donc voilà, donc C'est ça, maintenant sauf c'est erreur, bien hein, la je liberté parle individuelle, sous pas la votre- liberté fondamentale. Voilà. Sous le contrôle de notre président honoraire. C'est ça qui est intéressant, mais après avec le référé liberté, le juge il a quasiment, le juge administratif il a quasiment les mêmes pouvoirs et finalement il n'y a plus rien à envier. La boîte pour moi elle est anecdotique. Et puis, Bon, en tout le cas, référé liberté suffit, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas à critiquer le fait que, même en matière de police administrative, le fait que ça soit le Conseil d'État, que ça soit l'ordre administratif n'a rien à envier en termes de protection, à mon sens, hein, au juge judiciaire. C'est quand on voit ces décisions, ces jurisprudences qui sont uniquement le fruit, ben voilà, l'ordre administratif, ce n'est que le Conseil d'État, il y a très peu de lois. Voilà, il est très protecteur. Enfin, je pourrais développer, mais bon, c'est quand on voit les affaires Herzog, tout ça sur le secret défense, sur le secret professionnel, on voit bien que le juge criminel, il n'est pas du côté de la protection des libertés individuelles. Il s'en fout, clairement. Enfin bon, ça c'est un autre point. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le fond? Non, me voilà rassuré, puisque j'avais entendu Étienne hiquer sur la voie de fait, mais au final, il semblerait qu'on soit tous les deux d'accord. Alors peut-être que je l'avais mal, mais... Puisque manifestement, tu as reproduit, enfin tu as redonné les deux conditions que j'avais énumérées. Ah bah alors pardon. Et qui sont... alors autant pour moi. Non des conditions cumulatives, mais alternatives. D'autres remarques dans le jury ou parmi les invités? Non, je sais pas, après c'est vrai que c'est vrai que c'est un sujet très spécifique qui est pas bien dur à comprendre, mais pour peu qu'on ait, enfin c'est pas dur à comprendre une fois qu'on a réussi à avoir les sources, parce que le problème c'est tout ce qu'on a sur internet, c'est l'absence du juge judiciaire, tout ça, là. Oui, mais ça on s'en fout parce que c'est de la police administrative. Et il n'y a même rien à foutre là-dedans le juge judiciaire, alors qu'il a un rôle dedans, dans le dispositif. Enfin, tout ça on en parlera, mais voilà, c'est ça qui était intéressant, si tu veux, voilà. On pourra en causer ensemble. Mais voilà, alors quel est ton ressenti? Et voilà, sur ce. Parce que je sens que si tout le monde a fini sur le fond, à moins qu'il y ait d'autres remarques, Chico, Président? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc, c'est vrai que le sujet à part était... souhaiter bon courage et peut-être annoncer dès à présent aux auditeurs que lundi tu comptes repasser. Ouais. L'épreuve du feu, peut-être qu'on peut... Si le jury, l'éminent jury est disponible. Visiblement, ouais. Éminent, je sais pas, mais en tout cas, le jury sera présent pour soutenir. Oui, voilà, on va l'enregistrer. Et puis on peut peut-être souligner, ça fait un petit peu de publicité, je sais pas si c'est forcément le lieu, mais en tout cas, tous ceux qui ont participé à Radio Clemens, on peut les féliciter parce que soit ils ont été reçus à Pau, soit ils ont passé avec succès les écrits à Toulouse, donc rien que pour ça, félicitations à vous. Bah, voilà. Bah, il est pas là, applaudir, ouais. Je m'applaudis. Alors il faudrait faire une dédicace spéciale à Clemens, Attendez, qui a été l'initiateur de ce programme. Pas comme si c'était fini. Attends, tu sonnes la dernière. Ah non, justement, donc je dis qui a été l'initiateur de ce programme, on va pas laisser continuer. Je vais dire ce programme qui va continuer encore longtemps, grâce à lui, au service de toutes ces générations qui vont passer ce concours. Voilà, on essaiera de faire... voilà, mon but c'est, justement, je veux pas le faire ce soir, parce que je veux que ça soit pour Jimbo. Si Tsubasa veut passer, on le fera. Voilà, c'est pareil, la prochaine émission, c'est pour moi c'est pour toi, parce que là c'est pas le moment de débriefer sur le devenir de l'émission, tout ça. On fera, j'espère que vous serez d'accord, une émission spéciale post-CRFPA, voilà, pour les ressentis, et aussi sur le devenir de l'émission, puisque je pense que ça nous plaît tous, et on continuera. Quand même on sera à l'école des avocats, ce média-là peut être exporté sur d'autres exercices, et il peut très bien servir à d'autres personnes sur Toulouse ou d'ailleurs qui voudraient participer. Enfin bon, ça, je pense, si vous êtes ok, ça fera l'objet d'une émission spéciale. Donc, Jimbo, ton ressenti
voilà, sur cette session, voilà, qui était. Je reconnais que le sujet était difficile, et c'est pas pour rien que voilà, c'est moi qui l'ai proposé. Enfin, je dis clairement, parce que c'est un sujet difficile, et au moins voilà, t'es sensibilisé sur cette question-là, et quelque part je trouve ça plus sain. C'est pas, je suis pas à l'aise dans cette position en tant que pote, mais au final je me dis. Il vaut mieux que je te donne une pichenette ce soir, plutôt que tu te prennes une baigne jeudi prochain. Voilà. Oui, non, mais je reçois toutes les remarques que le jury me dit. Comme d'habitude, à la fin de chaque oral, je me reste persuadé que mon problème n'est pas le fond, mais plus la forme. Non. Non, pardon, l'inverse, ce n'est pas la forme, mais plus le fond. Tu vois, déjà, je m'embrouille. Non, c'est juste que j'ai pas travaillé, hein, et spécialement ce sujet-là. Bon, le droit au respect de la vie privée, c'est quand même assez facile pour rebondir. Mais le lier, voilà, cette loi sur le renseignement qui fait fortement penser au pénal, c'est un piège. Donc, faut bosser, quoi, c'est tout. Je reçois les remarques et là, ce qui me manque, c'est de la matière dans tous ces sujets d'actualité et il me reste une semaine pour le faire. Bah, je vais voir. Mais je suis bien content d'avoir fait ça ce soir. Et encore une fois, je préfère une humiliation à Radio Clémence. Non, c'est pas une humiliation, c'est plein d'affection. C'est pas ce que j'ai appliqué. Je n'ai pas été humilié, non. Je le ressens pas du tout comme ça en plus. Non, mais je préfère, comme tu dis, prendre une pichenette ici ce soir et quelque part un coup de pied au cul parce que j'ai pas bossé depuis les petits oraux. Donc prendre un coup de pied au cul maintenant et puis lundi. Et surtout j'avais peur, là je me jette un peu des fleurs sur ce que j'étais content, j'avais peur comme j'ai pas fait cet exercice depuis très longtemps, je sais pas quand de date le dernier épisode où je suis passé. Je crois qu'il était en juin et il y a extrêmement longtemps, j'avais extrêmement peur sur le temps. Tout le long en bas à la cave, je voyais pas comment j'allais tenir 15 minutes, au final je les ai dépassés. Donc je suis content d'avoir fait ça pour pouvoir calibrer, ne serait-ce que calibrer le temps. Puis des petites choses que voilà, je me suis redit, j'ai fait mes notes très petits, très pas de mouche. Il y a plein de trucs que j'ai sauté, bon, tant mieux pour le respect du temps. Parce que mais j'ai eu du mal à décrypter, donc il y a eu un manque de fluidité. Donc le jour du grand oral, maintenant je m'en rappelle, il faut que j'écrive plus gros et plus synthétique. Ça, j'ai pas pu le voir puisque j'étais derrière toi, mais est-ce que ceux qui étaient devant ont vu, est-ce qu'ils lisaient? Est-ce important? J'ai pas eu l'impression, moi, président. Parce que c'est vrai que t'as écrit beaucoup. Il y a des moments, j'ai eu du mal à décrypter. C'est vrai que t'as écrit... décrypter ce que j'écrivais et je lisais sans savoir où je voulais en venir. Ouais, là, et je vois ça, tes fiches. C'est C'est particulièrement... vrai que c'est putain facile parfois de se relire. Hein, je crois pas que pour mon sujet là, j'ai écrit l'équivalent d'une de tes pages. C'est ouais. Non mais voilà, c'est des trucs, ça je l'ai eu fait au bout du deuxième passage Radio Clémence, mais au premier semestre, d'avoir ce synthétisme, et surtout quand ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, n'est-ce pas? Et de faire plus de boileau, n'est-ce pas, dans mes notes, et plus de synthétique et pas des phrases toutes faites. Même si je reste persuadé que c'est précieux pour la conclusion et l'introduction, puisqu'on peut travailler du style, on peut perdre 5 minutes à faire du style sur une phrase de conclusion que j'ai loupée, puisque j'arrivais pas à me relire d'ailleurs, mais que je voulais très stylistique en bas dans la cave. Mais voilà, des petits points aussi de méthodologie comme ça qui m'ont été précieux, de refaire un oral, et puis j'espère que lundi ça gommera plus sur le fond, sur la forme, et sur le fond, j'espère que je tomberai sur un sujet que j'aurai le temps de travailler d'ici là. Un autre point, mais en fait plus j'y pense, plus je me dis peut-être que je vais faire une annexe à cette émission pour... parce que tout ce que je sais, et encore je mets vraiment des énormes guillemets sur cette loi, c'est depuis janvier, moi dès qu'il y a une actualité je l'affiche. Et le problème, c'est justement là, c'est un petit peu presque, c'était même carrément piégeux, c'est que comme le document que tu as passé, c'était du 5 mars 2015, et comme ça a été approuvé le 24 juillet, il y a des critiques qui ont peut-être été prises en compte ou ignorées. Tu vois, il y avait, Alors ça, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur méthodologique, mais j'ai toujours conçu les preuves comme devant être placées au jour où l'article a été fait. C'est-à-dire de faire c'est pas du prospectif puisqu'il y a des choses qui ont pu se passer depuis, mais de le faire au c'est pas l'état de comme ça l'article. Enfin moi je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être une erreur méthodologique. Moi j'interpréterais le droit positif actuel à l'aune de ce vieux document. Tu vois?
Moi je le ferais plutôt comme ça. Et je dirais, voilà, le truc qui C'est est peut-être comme oui, ça. voilà, Et d'ailleurs, c'est il y a peut-être- pas si, il y a avant que le projet n'aboutisse, il y avait ces remarques qui avaient été émises et c'est de ça dont on va traiter. Mais tu vois, c'est pas un sujet historique, c'est un sujet actuel. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas comment. Et c'est peut-être une erreur moi je pense méthodologique. hein. que là pour le coup Jimbo tu fais une énorme erreur. Une évidence, c'est que si par exemple tu as l'arrêt du lancer de nain, admettons qu'il soit posé à l'oral, tu ne peux pas faire abstraction du fait que la dignité humaine a évolué, notamment avec l'affaire Dieudonné. Aujourd'hui, il y a une nouvelle conception dégagée par le Conseil d'État sur la dignité humaine. Au final. D'accord. Maintenant, la dignité humaine, ce n'est plus seulement faire une action, c'est le fait de parler, notamment au travers d'un spectacle. Tu ne peux pas, Ça a pour changé, moi, ça. ne pas... En tout cas... C'est la première ordonnance. Je oui, pense la que c'est seconde comme à de l'écrit. 2015, non, hein. Je pense que c'est comme à l'écrit. Tu composes le jour où tu es candidat et Ouais. non le jour où la décision a été rendue. Alors pourquoi tu ferais une différence à l'oral? Non, pour moi tu fais une énorme erreur. C'est très bien que tu l'aies évoqué, au moins on Ah t'évite cet écueil-là. Et voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, et peut-être que du coup je vais. Parce que même dans mes notes, c'est marrant parce que j'ai mes notes qui des fois ils se contredisent. J'ai un avis du Conseil d'État de mars 2015, aussi à peu près en même temps que la CNIL, qui parlait ouais, c'est bien, il va y avoir 15 membres dans cette commission. Putain, 15 membres. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai repris ça en juillet. Je dis, mais attends, mais de quoi en juillet, mais attends, mais dans la loi, ils sont 9. Bah, tu vois, ça a pas mal bougé. Et un point qui est intéressant, c'est attention, parce que j'ai failli te poser cette question-là, tu parlais beaucoup du mutisme au final, que quelque part, les gens étaient préoccupés par la question de la vie privée, mais étaient dans une forme de mutisme à l'égard de cette loi. C'est à peu près ça? D'approbation, je sais plus. Enfin, je sais pas si j'ai dit le mot mutisme, mais. Enfin, non, c'est comme ça que je l'ai. Moi j'ai failli te poser une question, est-ce que le peuple peut avoir tort? Oui, mais c'est une question. Voilà, moi mais. c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, par exemple, un point, et ça je suis sûr que ça sera apprécié par les membres du jury, le 49.3 qui est utilisable une seule fois par session, on a préféré le claquer sur la loi Macron que sur celle-ci. Alors que l'enjeu est vraiment en matière de liberté fondamentale et sans aucune comparaison quoi, Oui, mais politiquement, peut-être que la loi Macron était. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est on est prêt à sortir cette arme pour. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on l'a sorti largement avant que la loi de renseignement ne soit votée. C'est genre le gouvernement il était sûr que ça allait passer et il avait raison. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'état de l'opinion. C'est toujours des remarques qui sont intéressantes parce que quand tu es un petit peu désarmé sur un sujet aussi technique à l'oral, tu peux sortir ce genre de comparaison, ce que tu as très bien fait en matière de droit de l'Union Européenne, et voilà, ça veut dire, attendez, ok, le gars il connaissait pas ça, mais attendez, il a quand même une perspective d'ensemble. Et donc il a les outils pour apprécier une actualité ou un point de droit. C'est mon propos, mon noble avis. Voilà. Mais je t'avais coupé sur ton impression. Donc voilà. Ben, je pense avoir fait le. Enfin, je remercie le jury de m'avoir écouté, et puis voilà. Rendez-vous lundi. Ouais, mieux. ouais. Alors, voilà, je pense que ça rendez-vous lundi, on va discuter. Là, ça sera peut-être un petit peu plus tard, genre autour de 20h, parce que je rentrerai du travail. Mais si on est dispo, écoute, c'est sûr, on reste dans cette logique-là, hein, on part sur des sujets qui, à mon sens, sont incontournables. Il y en a plein. Hein. Mais voilà, je pense pas qu'on partira sur des vieux trucs qui pourraient techniquement tomber, mais on reste sur de l'actualité. Non, l'actualité, puis à cette distance du grand oral. Clairement, moi je le dis, j'ai eu 2 jours pour réviser le grand oral, et je l'ai pas révisé dans le stress, mais vraiment, c'était bon déjà parce que je l'avais révisé un peu plusieurs fois, mais j'ai bossé un seul truc à fond, tous les trucs de 2015. Et je suis tombé sur un sujet, existe-t-il un droit de choquer il n'y a pas plus de 2015, c'était vraiment du 2015. Et donc je pense que, comme il n'y a pas de programme au grand oral, mais il y a l'actualité. Donc connaître l'actualité, pour moi, c'est partir, il y a une différence, le fantassin à pied et celui qui part en jeep. Hein. Donc bien connaître l'actualité, pour moi, ça me paraît essentiel. En tout cas, c'est un bon moyen, parce que au moins, peut-être que ça ne sera pas ton sujet, mais les autres membres du jury qui, eux, n'ont pas forcément étudié spécifiquement ce point-là, eux, ils ne sont guidés en soi que par l'actualité.
Donc ça c'est vraiment une garantie. D'où l'intérêt de bien bosser à la loi de renseignement. Donc je crois qu'on est bon pour ce soir. Clément, vous avez donné le mot de la fin. Donc il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants. Et donc à nous retrouver lundi dans la joie et la bonne humeur pour à nouveau interroger Jimbo. Merci à Jimbo merci à vous. Qui a fait une performance que moi je tiens à saluer. Alors on se retrouve très bientôt, d'ici lundi. Et on vous fait des poutous et bon courage pour vos révisions. Et à ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu la chance d'être invités, ne lâchez rien. Je ne l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu de la seconde fois. Voilà, on ne lâche pas et on en parlera longuement dans une émission dédiée au poste CRFPA. Allez, on vous dit à lundi. La paix est nulle, mais le boulot est chiant. Et tu veux quand même devenir avocat? Fais ça et écoute Radio Clemens. Donc, à la demande de Jimbo, qui vient de nous quitter, voilà, je suis tout seul dans le studio, voilà, il m'a demandé de faire un petit point, un petit récapitulatif sur cette histoire de loi de renseignement. Donc il va y avoir quelques redites par rapport à ce que j'ai dit durant l'émission. Mais bon, si ça peut l'aider, vraiment, cette émission lui était consacrée. Donc si je peux l'aider, je n'hésite pas à le faire. Alors, comme je vous disais, moi j'ai un petit carnet là dans les mains, et toute l'actualité de 2015, à peu près, hein, j'aurais pas la prétention de dire que c'est tout à fait complet, mais du coup c'est tous les petits événements, les petites notifications Facebook, tout ça je l'ai noté, celle en tout cas que j'avais reçue. Et du coup, c'est un petit peu en bazar, hein, je veux dire, j'ai l'aide juridictionnelle qui se mélange avec la loi Macron, qui se mélange avec la GPA, qui se mélange avec des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, c'est un petit peu en bazar, du coup, il faut que je retrouve. Donc, qu'est-ce que je peux dire donc, sur cette loi de renseignement du 24 juillet 2015 alors justement, on en a parlé, c'est qu'elle a 7 finalités. Donc, la sauvegarde des intérêts publics, la prévention contre le terrorisme, mais également tout ce qui est lié aux intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Voilà, donc c'était l'une des critiques principales, c'est que les sujets concernés par cette loi sont extrêmement larges et assez obscurs. Un autre point qu'on avait abordé, donc voilà, ça, pour moi c'est très intéressant, c'est que c'est bien présent dans la décision constitutionnelle du 24 juillet 2015, c'est que c'est de la police administrative. Donc sur ce point-là, bon, je ne vais pas plus le développer ici, mais je vous invite vraiment à voir rapidement c'est quoi la police administrative. Voilà, considérer que cette loi de renseignement est un dispositif pénal, c'est un contresens. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est complètement, non, ça n'a rien à voir. C'est ça, on touche pas au juge d'instruction, on touche pas au code de procédure pénale, c'est pas une procédure particulière qui est liée au droit pénal, c'est du renseignement, c'est de la police administrative. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc bon, il y a eu plusieurs critiques, celle de la CNIL, de la Quadrature du Net, même le syndicat de la magistrature. Je pense que les meilleures critiques, j'en avais parlé en introduction de ce Radio Clemens, c'était les critiques qui avaient été adressées par le juge Marc Trévidic, que vous retrouverez sur internet, hein, je ne vais pas citer plus que ça, mais voilà, sans difficulté vous aurez ces interventions, et notamment voilà, sur le rôle, sur l'absence de rôle finalement du droit pénal dans cette loi. C'est complètement le volet pénal est littéralement ignoré. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors attendez, voilà, comme je dis, c'est un petit peu en bazar, c'est le défaut de ma méthode, mais disons que c'est plus ou moins détaillé, et c'est là pour donner des billes, pas tellement pour faire un cours, j'aurais pas cette prétention-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc ce qui est intéressant, c'est que toute personne qui aura un intérêt direct et personnel pourra émettre une requête
relative à la mise à l'ouverture d'une technique de renseignement. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture d'une procédure, d'une technique de renseignement, c'est une décision du Premier ministre. Alors, le fait que ça soit confié au Premier ministre, c'est pas choquant du tout. Le Premier ministre, c'est l'autorité réglementaire par excellence. Et d'ailleurs, c'est une remarque qu'on fait assez peu souvent. C'est souvent on dit ouais, mais c'est l'administration qui contrôle nos libertés individuelles. Mais de tous les personnages de l'État, le Premier ministre, d'un point de vue institutionnel, je parle, après sociologiquement, enfin, je rentre pas dans ce débat, mais c'est le personnage qui reflète le plus l'état de l'opinion politique, puisqu'il est investi à la fois par le président et par le Parlement. Et c'est à la fois le personnage de l'État qui est le plus facilement éjectable, puisqu'il peut se faire virer par le président comme par le Parlement. Donc au final, lui confier la bombe administrative, c'est une garantie de nos libertés. C'est pas du tout choquant. Ça serait beaucoup plus embêtant si c'était si c'était entre les mains d'un président qui est littéralement quasiment indéboulonnable. De point de vue politique, déjà, il est indéboulonnable pendant la durée de son mandat. Donc, le fait que ce soit le Premier ministre, en ça, ne doit pas être choquant. Ce qui est plus choquant, c'est que, c'est-à-dire, il prend sa décision avec un avis simplement consultatif de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Alors, l'avis de cette commission, c'est d'abord, ce n'est que le président qui émet un avis, et c'est si nécessaire, c'est-à-dire, en gros, si le Premier ministre n'en tient pas compte, que le président peut convoquer le reste de la commission. Alors, ça, ce qui est intéressant, comme je le disais en introduction, c'est que la présidence de cette commission est forcément confiée à un juge, donc soit du juge administratif, soit un juge de l'ordre judiciaire, qui peut être éventuellement à la retraite. Donc ça, c'est un point de vue intéressant, mais dès lors, on ne peut pas considérer que le juge judiciaire est mis à l'écart, dans la mesure où il peut potentiellement être président de cette commission. Voilà. Donc il faut savoir aussi que l'autorisation est donc de 4 mois et renouvelable sur la même procédure. Bon, ça, c'est rien de particulier par rapport à la loi de 1891. Parce que ça qui est intéressant, c'est que cette loi, elle innove surtout assez peu par rapport à la loi Rocard de 1891, qui portait vraiment sur la technique de renseignement, c'était uniquement les écoutes. Là, ça concerne à peu près tout. Ce qui fait que là, autrefois, c'était qu'une pratique semi-légale, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas des écoutes, mais qui était quand même des techniques de renseignement. Là, maintenant, ça va l'être. Donc là-dessus, on peut dire que ça peut être une avancée. Sachant que cette loi de 1891 avait déjà fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un arrêt du 24 avril 91. Hervik et Kruslin, si je ne me trompe pas, là je ne l'ai pas sous les yeux, qui sanctionnait justement le caractère un petit peu obscur des termes. Parce que, un point d'ailleurs qui est finalement toujours présent. Puisque, comme je vous en ai parlé en début de cette petite intervention, les termes sont toujours, somme toute, assez obscurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, ça c'est pas mal ce que j'avais parlé, bon, je vais pas le refaire ici, sur le rôle du droit de l'Union européenne. Quand je disais que le juge administratif n'avait rien à envier au juge judiciaire, je disais ça essentiellement par rapport aux écoutes, dans la mesure où, par exemple, on avait un principe de la Chambre criminelle dans un arrêt du 8 novembre 2000 qui disait qu'il y avait un principe d'interdiction de la transcription des échanges qui comprendraient des écoutes incidentes. Bon, et ben dès le 1er octobre 2003, on a dit oui, c'est interdit, sauf si c'est constitutif d'une nouvelle infraction. Du coup, donc, le principe des écoutes incidentes, tout ça, ça prend un petit coup dans les baloches. Et c'est ce qui fonde la décision de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2015 à l'égard de Maître Herzog et de Maître Sarkozy, puisque c'était constitutif d'une nouvelle infraction, pas de problème.
Et quand bien même, en fait, la durée des écoutes ne pose absolument aucun souci. D'ailleurs, j'en profite, il y a un excellent billet d'un blog que vous connaissez sûrement, Liberté, Liberté Chérie. Et là-dessus, je vous invite à le regarder parce qu'il travaille bien sur toutes les différences entre les écoutes administratives et les écoutes judiciaires. Et on était bien le cas là dans le cas d'une écoute judiciaire. Et donc la durée était strictement... c'est ça qui était marrant, c'est que c'est parfaitement légal à l'égard de la loi Perban 2, loi qui a été prise alors que qui c'est qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là? Et bien Maître Sarkozy. Voilà, c'est ce petit détail qui pourra toujours être intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette loi? Alors, comme je vous disais, c'est un petit peu en bazar, hein, donc forcément, c'est pas évident. Alors, j'avais noté un petit peu les interventions du juge Trévidy, qui sont pour moi vraiment très intéressantes. Et je vous invite vraiment à les écouter pour vous faire un avis. En gros, moi, à titre personnel, cette loi ne pose pas de problème. Si on a un regard strictement juridique, cette loi, en dehors de la question éventuellement des termes, le Conseil constitutionnel, lui aussi, hein, il exige que les termes soient clairs, tout ça, et ça n'a pas posé problème là. Donc, il faut vivre, on est dans une société où la loi, elle n'est pas claire. Ça, on n'arrivera pas à faire mieux. Encore, on verra ce que dira la Cour européenne des droits de l'homme et éventuellement la Cour de justice de l'Union européenne. Mais en soi, cette loi, c'est pas pour rien que le Conseil constitutionnel l'a validée. On a la loi qu'on mérite et elle est stricte, elle est conforme au droit français. Elle pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est la logique qu'il y a derrière. On dit clairement, je préfère un Premier ministre, un politique, qui n'a pas forcément une grande formation universitaire, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour le Premier ministre, il a une licence d'histoire. C'est-à-dire, voilà, le niveau universitaire de l'autorité réglementaire principale dans ce pays, c'est un niveau universitaire, c'est avec tout le respect, c'est pas le niveau d'un juge judiciaire, ou d'un magistrat en général, hein, ou même d'un juge administratif. C'est pas ça. Et alors qu'au final, le droit pénal nous a somme toute assez préservé des actes terroristes. Alors je dis ça en étant parfaitement conscient de ce qui s'est passé en janvier, mais depuis quand même entre 2015 et les attentats de Paris en 93, le système en place était quand même a su nous préserver. Et malgré tout, on en arrive à une situation où on préfère se fier à des politiques, des administrateurs, des fonctionnaires, du renseignement, à la place d'une information judiciaire. Et au final, ça se comprend un peu parce que quand on voit des arrêts d'assemblée plénière comme celui du 6 mars 2015 qui condamne le fait qu'un juge d'instruction, c'est ça qui est particulièrement qui interpelle, un juge d'instruction qui met en place, qui sonorise de manière légale, hein, on peut sonoriser des cellules de garde à vue, ça pose aucun problème, et qui fait en sorte que les personnes liées à une même affaire soient à proximité pour pouvoir capter leurs informations, que ça c'est un stratagème, il y a un moment... c'est un avis qui est très personnel, mais au final, le mec qui était en garde à vue dans une cellule et qui pense qu'il est à l'abri de toute écoute, mais c'est un débile. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il est où le stratagème? Me paraît évident. Alors, évidemment, on pourra parfaitement... Je ne suis pas du tout pénaliste, je suis parfaitement, je suis parfaitement conscient qu'on pourrait me renvoyer ça en pleine tête et qu'on va dire « Ah mais non, ça ne marche pas comme ça », je sais parfaitement que la Cour européenne des droits de l'homme a des positions bien contraires, alors que, justement, la Chambre criminelle avait su tenir pendant un certain temps une position divergente, et que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la décision du 6 mars 2015, si ça a été fait en assemblée plénière, c'est parce qu'il y avait déjà eu une décision de cassation strictement la même, parce que les juges du fond
ne veulent pas de ça. Donc il y a une grande résistance. Et au final, quand on met en exergue justement en 2015 le fait qu'on exige à ce point un principe de loyauté de la preuve pénale, au point de scléroser justement l'instruction, parce que ça, c'est même pas une œuvre policière, c'est dans le cadre d'une instruction, on vient freiner ça. Mais j'ai presque envie de dire, mais normal que le gouvernement décide de passer par la technique de renseignement. Et le truc, c'est que cette loi n'a absolument pas vocation à l'interpellation. Elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de neutraliser un terroriste en l'envoyant en prison ou en l'envoyant devant le juge d'instruction. On lui envoie un message, coucou, on sait ce que tu fais, tu bouges, il va t'arriver un accident. Voilà, ce qui pose problème, c'est que cette loi, elle a peut-être été conçue. Pour moi, il n'y a aucun problème juridique. Enfin, l'analyse juridique stricte, elle pose pas tellement de problèmes. Ce qui pose, c'est un problème de société. C'est choisir le fonctionnaire au lieu du juge. C'est un choix. Je veux dire, on a les lois qu'on mérite, et voilà, c'est un problème de société. Un problème, non. S'il faut, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est titre personnel. J'ai pas attendu cette loi pour savoir que si je tapais djihadiste.com dans Google, ça allait faire bip bip quelque part. Que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, j'en sais rien. Mais ça me semblait quand même un peu louche qu'il n'y ait absolument aucun suivi par rapport à ce que je tape sur Internet. Ça me semble assez évident, et même d'un point de vue de surveillance publique, à mesure où... prenons un avocat qui se balade avec son client dans la rue, il est filmé par une caméra publique. On n'a pas capté les propos. On sait qu'il a rencontré son client. Et le fait de capter des métadonnées, on sait que voilà, vous avez une conversation Skype avec votre client. On ne sait pas quel est le contenu, mais c'est finalement la même chose, c'est considérer qu'Internet est un espace public. Ça se tient. Voilà, le problème, c'est un modèle de société, en dehors des petits problèmes juridiques que j'ai mis à l'égard de la clarté des termes employés. Donc ça c'est vraiment c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, quand on écoute les interventions du juge Trévidic, voilà, il ne conteste pas la légalité de cette loi, il conteste juste le modèle de société qui est derrière. Voilà. Et le fait justement qu'on ait employé le 49.3 alors qu'il y avait cette loi qui était en préparation est vraiment caractéristique du fait que la société veut vraiment ça. Et là-dessus, le gouvernement, il s'est pas trompé. Voilà, il y a eu absolument quasiment aucun problème. Donc c'est ça qui est intéressant. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, ça vous donne des pistes, hein, mais vraiment gardez en tête que moi, j'ai beau faire une émission, une web radio sur Internet, ça vaut absolument rien du tout. J'ai beau avoir été admis au CRFPA, j'ai été au bout de la seconde fois. Ça n'a rien de particulièrement glorieux, c'est cool pour moi, mais je suis absolument pas une référence. Si ça peut vous donner certains éléments, ce que je vous présente, c'est avec l'honnêteté qui est la mienne, une honnêteté strictement estudiantine, qui n'a pas vocation à être d'un niveau d'un professeur ou de quoi que ce soit. Ça peut vous donner des billes de dernière minute, mais je vous invite évidemment à aller consulter ailleurs, et notamment, vraiment, je vous dis, les interventions du juge Trévidic. Voilà. Je trouve que la presse généraliste n'a pas su tellement cerner le propos, les enjeux qui étaient liés à toutes ces questions. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile, et là-dessus je vous fais des gros petous.